Alors pour tout vous dire, le sujet me semblait passionnant quand on a posé la question et puis je me suis réveillé il y a une journée en me disant que la question était un peu redoutable. Pourquoi ? Parce que souvent, cette question qui n'est pas nouvelle, la question de savoir dans la vie professionnelle, est-ce que ce que l'on fait est bien ou mal, c'est vieux comme les pots de vin qui sont vieux comme tous les métiers professionnels, c'est vieux comme les abus de pouvoir qui sont aussi vieux que la vie professionnelle. C'est vieux comme les gens reconnus pour avoir été méritants et qui sont même décorés d'une médaille, donc qui sont reconnus comme ayant fait le bien dans la vie professionnelle. Donc voilà, les sociétés ont toutes des critères de discernement sur ce qui est louable dans la vie professionnelle et ce qui est répressible. D'ailleurs, il y a un droit du travail qui punit ce qui est censé être mal dans la vie professionnelle et qui est censé, enfin, le droit du travail ne récompense pas, mais voilà. Et donc, quand on regarde de près, le monde contemporain a plutôt tendance à avoir deux postures extrêmes. On peut d'ailleurs avoir la même posture selon qu'on est concerné directement par le sujet, et c'est à propos de sa vie professionnelle, et quand il s'agit de celle des autres. La première, c'est celle que prône André Comte-Sponville, qui dit ces deux choses n'ont rien à voir. Le bien et le mal de la vie professionnelle, ce sont deux choses. Alors il le dit à propos de l'économie. Non, l'économie ne relève pas du bien et du mal. L'économie relève de mécanismes qui n'ont rien à voir avec la morale. Et la morale n'a pas à être confondue avec l'économie. Et donc, de cette manière, la morale relève des convictions privées, alors que la vie professionnelle ou la vie économique relève d'une contractualité collective qui est autre chose que la morale. Donc, on peut parler de choses qui correspondent au contrat ou qui ne correspondent pas au contrat, mais pas de dire c'est bien ou c'est mal. Autrement dit, si dans votre contrat vous avez été embauché pour travailler tant d'heures et gagner tant d'argent, si vous travaillez moins, ça n'est pas bien. Si vous travaillez plus, c'est bien. Selon les critères du contrat, ça n'est pas de la moralité. Et que il est impossible du coup de dire que tel événement économique ou telle situation économique serait pas bien. Par exemple, la crise de 2008. Est-ce que c'est moralement pas bien cette crise ? Est-ce que c'est une crise qu'on peut qualifier moralement ? Ou bien est-ce que c'est une crise qui n'a rien à voir avec une qualification morale ? On n'a juste pas anticipé des mécanismes. On s'est pris cette non-anticipation dans la figure, point. Il n'y a pas à en tirer de leçon de morale. Il y a juste à en tirer un manque d'appréciation de ce qui se passait vraiment. Alors, théoriquement, on est tous d'accord. Bizarrement, pratiquement, on l'est moins. Si tout d'un coup vous faites vider pour une faute grave que vous n'avez pas commis, vous allez avoir le sentiment que moralement vous êtes lésé, non ? Par exemple. Et quelqu'un pourrait vous répondre, mais pas du tout. Ça n'a rien avec de la morale. Ça fait partie des règles du jeu de l'économie française contemporaine qui fait qu'on a des gens capables de créer des fautes graves, même si vous n'en commettez pas. Ça fait partie de l'artillerie, de la manipulation juridico-administrative. Voilà. C'est la même chose pour un plan social. Si simplement pour que le cours de bourse, qui va déjà très bien, aille encore mieux, on diminue les effectifs d'une entreprise qui pourrait tout à fait vivre d'ailleurs sans qu'on diminue ses effectifs, mais simplement, je vous dis, les actionnaires qui gagnent déjà beaucoup d'argent veulent en gagner encore plus, et donc en supprimant une ou deux usines à l'échelle de la planète, et manque de chance, ça tombe sur votre ville, et ça tombe sur vous, on peut dire, voilà, ça n'est qu'un mécanisme économique. C'est votre subjectivité projective qui prend mal les choses, et vous vous êtes syndiqué pour donner un écho à votre ego blessé, mais tout ça n'a rien à voir avec de la morale. Donc on voit bien qu'il y a une question qui est entre deux, qui est le politique, c'est-à-dire qu'on y reviendra. Soit c'est peut-être pas de la morale purement privée, mais enfin, est-ce que le politique est complètement amoral ? C'est une question importante qu'on peut d'ailleurs aujourd'hui se poser. Donc je pense que la question d'André Comte-Sponville devrait se poser au niveau du politique. Or aujourd'hui, du coup, si dans le domaine politique il y a quand même du bien et du mal, on est mal parti parce qu'aujourd'hui l'économie, elle est inséparable du politique. D'accord ? Il y a du politique dans l'économique, puisque la mondialisation économique, elle touche les équilibres politico-sociaux de la planète. C'est très clair. Elles ont même une incidence majeure sur l'organisation des sociétés. Elles ont même une incidence majeure sur les équilibres politiques, géostratégiques, y compris militaires, entre les sociétés. On ne va pas se battre contre n'importe quel pays. Et les raisons n'en sont pas uniquement le fait qu'on se bat contre les très méchants et qu'on ne fait rien aux gens qui sont gentils. Non, on va se battre aussi pour préserver ses intérêts économiques et s'inventer des poux dans la tête de l'autre qu'il n'a pas. Par exemple, des armes de destruction massive, autre chose. L'autre excès, c'est évidemment ce qu'on pourrait appeler la moralisation. Alors, c'est très étonnant parce que la moralisation, elle peut exister dans le monde de l'entreprise, par exemple,
La vie professionnelle, c'est plus large que l'entreprise. Mais elle peut exister aussi bien de la part des patrons, ou l'équivalent dans la vie professionnelle d'un patron, ou bien, à l'inverse, dans les syndicats, qui existent d'ailleurs dans toutes les branches professionnelles. C'est très étonnant d'ailleurs d'écouter la moralisation syndicale et la moralisation patronale. Elle n'est pas tout à fait la même. Le syndicat sait très bien, dans sa logique souvent un peu idéologique, sur ce qui est absolument répréhensible et sur ce qui est absolument louable. Alors c'est très bizarre parce que ce qui est d'ailleurs louable l'est à une échelle restreinte. C'est-à-dire que voilà, on est les opprimés d'un patronat à échelle locale, mais par ailleurs on ne voit pas qu'on est absolument privilégié par rapport à tout le reste de la population. Je ne citerai pas des grandes entreprises, nationalisées, privatisées, en voie de privatisation, mais venant de propriété nationale, dans lesquelles on voit des gens qui s'estiment opprimés alors qu'ils ont des privilèges d'existence professionnelle et des privilèges de protection salariale absolument exorbitantes par rapport au reste de la population à diplôme égal. Voilà, donc, mais la moralisation du patron, elle est la même. De toute façon, c'est tout un nombre de gens qui dirigent, qui estiment que s'ils dirigent, c'est parce qu'ils sont évidemment plus méritoires que ceux qui sont dirigés, évidemment. Donc, ils sont nécessairement pas seulement plus compétents techniquement, mais plus responsables. Quand vous êtes plus responsable que les autres, eh bien évidemment, vous avez une responsabilité morale plus lourde, puisque vous êtes responsable de plus de gens. Donc, ça sous-entend que vous êtes quand même moralement face à des problématiques plus lourdes. Donc, vous êtes quand même moralement plus mieux, quoi, quand même. Et donc, il est normal que bien vous soyez reconnu pour cette noblesse de responsabilité, de courage. Le fait que ça soit contrebalancé par un salaire exorbitant n'est pas la question, parce que c'est bien normal que tout travail mérite salaire, et donc l'exorbitante responsabilité qui est la vôtre réclame évidemment un salaire exorbitant. Voilà, donc il y a une moralisation patronale, et je ne veux pas la détailler, il y a une moralisation salariale. D'ailleurs, tout le monde fait de la moralisation. Il y a la moralisation des moins de 20 ans, puis la moralisation des 40-50, enfin, chacun en fonction de l'appréciation de ce qu'il estime être remarquable, louable, honorable, positif, permettant de développer ce qu'il pense être bon, ou au contraire l'inverse. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la chance ou le malheur que de toute façon, il y a autant de morale presque que de personnes, que par moment on a des morales de classe sociale, mais il n'y a plus beaucoup de classes sociales, il y en a quand même quelques-unes. Voilà. Par contre, il y en a quand même. Il y a un niveau où les gens gagnent tellement d'argent que c'est bizarre, ils ont une morale qui justifie beaucoup le fait que c'est normal qu'ils en aient beaucoup. Par contre, il y en a qui n'en ont pas du tout et qui n'ont pas le temps de faire la morale pour essayer de comprendre pourquoi ils n'en ont pas du tout. Voilà, donc ces deux excès, la disjonction et la moralisation, qui sont deux solutions pratiques, et je dirais dans nos mauvais jours que nous pratiquons au gré de nos avantages. Donc il y a des moments où tout d'un coup, il ne faut pas confondre les niveaux. Là, le fait que je gagne beaucoup, que je gagne peu, ça n'a rien à voir avec la morale. Et le fait que j'ai une voiture 16 ou pas avec plein de gadgets qui d'ailleurs pollue peu proportionnellement, mais vu sa puissance de moteur pollue quand même beaucoup. Un 4x4 Cayenne diesel par exemple. Voilà. Et là, bizarrement, je suis dans la disjonction. Il ne faut pas tout mélanger. La consommation en hypermarché n'a rien à voir avec la morale. Même si, en consommant dans un hypermarché, vous coopérez directement au fait que ce pays détruit, vous savez, 60% de la nourriture comestible avant d'avoir ouverte. C'est peut-être un problème purement économique, mais ça peut être aussi regardé comme un problème moral. Et donc, les endroits dans nos mauvais jours, je vous dis, on disjoint les choses quand ça nous rend. Par contre, on les réunit quand ça nous rend service aussi. Quand il faut moraliser un enfant sur le fait que c'est nécessaire d'aller à l'école, là, tout d'un coup, la morale de la pratique professionnelle qui s'appelle d'aller à l'école, proportionnellement, vous voyez, pour un enfant, et là, on a tous les arguments. Alors qu'aujourd'hui, c'est difficile, si on veut être honnête, de moraliser l'école. Enfin, vous voyez, d'expliquer à un enfant que c'est vraiment bénéfique pour lui de A à Z, tout ce qu'il a à faire à l'école, il faut vraiment de la malhonnêteté intellectuelle. Voilà. Donc faire la morale aux enfants en leur disant qu'il faut qu'ils aillent à l'école, je ne trouve pas ça honnête. Moi, je leur dis souvent, vous avez parfaitement raison de ne pas vouloir aller à l'école, vous avez parfaitement raison de considérer qu'on y perd un maximum de temps à faire un maximum de choses inutiles par des gens incompétents. Pas toujours, mais vous en avez quelques-uns qui le sont, donc reconnaissez-le. Et deuxièmement, faire des choses pénibles, vous allez devoir en faire beaucoup d'autres dans votre existence, donc il vaut mieux s'entraîner tout de suite. Ce qui n'est d'ailleurs pas moral, c'est juste fonctionnel. Je ne prétends pas leur faire la morale, alors juste leur dire que choses ennuyantes et bêtes, on n'a pas fini d'avoir à en faire dans l'existence. Voilà, parce que ne serait-ce qu'il va falloir qu'on règle des problèmes administratifs jusqu'à la fin de nos jours. Voilà, et donc concrètement, comment regarder on pourrait dire, cette question, finalement, on ne peut pas être tranchée, laissons tomber, ce n'est pas une bonne question. On est malgré tout face à des difficultés qui nous obligent à considérer
cette question sérieusement. La première, c'est la connexion des enjeux. C'est-à-dire qu'on est dans un monde, là encore, nous venons d'un monde dans lequel la vie privée et la morale privée, la politique collective et l'organisation économique étaient trois choses. Hein, vous pouviez être, je ne sais pas trop quoi, politiquement de gauche ou de droite, avoir une morale de tel ou tel type à titre privé, vous pouvez être un catholique de gauche, je ne sais pas trop quoi, ou un musulman de droite, ou l'inverse, ou être un religieux, ou un anticlérical fondamental avec une morale libertaire, par exemple, vous pouvez être un libertaire, politiquement de droite, pourquoi pas? Il y a des libertaires de droite et des libertaires de gauche. Et puis vous pouvez être un libertaire de droite capitaliste, non? Ou un libertaire de gauche, communiste, pourquoi pas? On peut avoir, vous voyez, je parle de l'organisation économique, hein, je ne parle pas du parti politique. Donc on pouvait avoir les trois, disjoindre en partie, hein, relativement, les trois, même si certains considéraient que si on est catholique, on doit être de droite, ou d'autres qui considèrent que de toute façon, si on est catholique et honnête, on doit être de gauche. Voilà. Donc, non mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, les blocages entre les choix moraux, les choix politiques et les choix économiques ont toujours existé. Voilà, je veux dire, le catholique de droite, riche, ayant les moyens et justifiant le fait que c'est normal qu'il soit riche parce qu'il est catholique et de droite parce qu'il est catholique aussi, ça existe. Vous pouvez faire la même chose à gauche. Le catholique de gauche, pauvre, estime qu'il est pauvre parce qu'il est catholique et qu'il est de gauche. Voilà. Et puis vous voyez toutes les variantes. Je dis que vous êtes bobo, tout ce que vous voudrez. Voilà. Donc concrètement, on était dans là aussi de la possibilité de traiter ces trois sphères séparément. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Pourquoi? Parce que les enjeux économiques sont tous des enjeux politiques. Il n'y a aucun enjeu politique qui puisse être sérieux sans tenir compte de manière essentielle de la dimension économique. Et ce qui préside sérieusement aujourd'hui à un choix économique et à un choix politique ne peut pas prétendre le faire sans envisager ce qui est bon durablement pour les personnes humaines. Okay? Il n'y a pas une décision économique majeure, ni une décision politique majeure, qui puisse prétendre faire abstraction de ce qui est bon pour l'homme. Et ce qui est bon pour l'homme, c'est la morale. Et donc, s'imaginer qu'on peut aujourd'hui prendre honnêtement une décision politique ou une décision économique en faisant totalement abstraction de la dimension morale, c'est une hypocrisie, c'est un mensonge par rapport à la factualité de l'interdépendance extrêmement étroite entre, comprenez bien, la gravité et l'importance des enjeux humains des décisions économiques et des décisions politiques qui ne sont plus séparables les unes des autres. Pardon? Oui, tout à fait, dans le discours. Dans le discours. Mais on voit bien que précisément le refus de repérer la dimension morale des décisions politiques et économiques aboutit à des impasses graves. C'est le problème, par exemple, de l'aveuglement volontaire des pays occidentaux sur les effets de pollution massive de la planète, sur le mésusage sur l'usage de manière gravement injuste des matières premières énergétiques non renouvelables et de l'usage des matières premières rares. Voilà. Donc aujourd'hui, on est bien en train de se dire que là, il y a un problème de justice générationnelle, par exemple. Justice générationnelle, c'est une manière de dire morale. Voilà, donc même si on ne veut pas le voir, surtout quand on a le pouvoir, on commence à devoir admettre, à mi-mot, mais on va être obligé de l'admettre de plus en plus fortement, que vous voyez bien, on ne peut pas bloquer morale, politique et économie, mais on ne peut plus prétendre les séparer. Ça n'est pas honnête. Alors, ce n'est pas le lieu là de décrire pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette interdépendance étroite de ces trois niveaux. Hein. C'est une première dans l'histoire de l'humanité. Il y a peu de situations dans lesquelles la décision politique, oui, une décision politique et une décision morale, oui, quand vous devez tuer un tyran ou ne pas le tuer, vous voyez, faire un putsch ou pas faire un putsch, en tuant les gens ou pas en tuant les gens, la dimension morale et la dimension politique peuvent être liées. Mais c'était plus rare que la dimension économique elle-même. Or, on le sait bien, la grande révolution, enfin la grande évolution massive de ces 50 dernières années, c'est l'extraordinaire pouvoir du pouvoir économique et la réduction considérable du pouvoir politique. Ou tout simplement le transfert du pouvoir politique vers le pouvoir économique. Donc ça, c'est la première chose qui nous oblige en fait, à affronter la question. On ne peut pas botter en touche en disant que c'est une question intellectuelle. Et donc derrière, je dirais, l'acuité des problèmes soulevés par ces décisions économiques ayant un contenu politique et ayant une composante éthique est très grande. On l'a vu à propos de la crise financière. Aujourd'hui, plus personne n'oserait soutenir que l'économie financière n'a aucun impact sur l'économie réelle
et que l'économie financière n'a pas de composante politique, et de moins en moins de personnes oseraient soutenir que l'économie financière n'a aucune connotation morale. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument empêcher les gens d'avoir des paradis fiscaux à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'on veut la liste des entreprises qui ont leur siège social aux îles Caïmans? Si ça fait partie de l'équilibre économique. Politiquement, je ne vois pas en quoi ça vous intéresse. C'est bien parce qu'on a bien l'intention de désigner ces gens comme des méchants gens. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Et donc aujourd'hui, la crise financière, ou l'aveuglement collectif sur les problèmes financiers, pose la question en tout cas, de savoir est-ce qu'il y a une moralisation de la finance? Ou la finance, elle est complètement en dehors de la question morale? Y a-t-il une dimension politico-économique de la finance? Ou bien est-elle... Bon, alors aujourd'hui, on ne peut plus prétendre, je vous dis, ce qu'on prétendait encore il y a quand même 15 ans, hein, que la finance, elle n'avait rien à voir avec l'économie réelle, et qu'on pouvait spéculer sur la finance, ça n'avait aucune incidence sur rien. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est une erreur économique majeure, quoi. Je prends cet exemple-là. Je vais vous citer l'autre exemple de l'injustice générationnelle, ou de l'injustice même planétaire. On voit bien, aujourd'hui, les Chinois réclameraient le droit de polluer à proportion du nombre d'habitants qui habitent chez eux, autant que nous avons pollué pendant un siècle. Alors, évidemment, on n'est pas bien, parce que si évidemment ils appliquent ce droit, vous voyez, plus l'Inde derrière, c'est fini, quoi. On est tous morts de pollution. Mais il y a une vraie question. Pourquoi tout d'un coup devrions-nous restreindre la pollution des Chinois et des Indiens alors qu'on ne s'est pas gêné pour développer la nôtre, y compris quand on en était conscient, parce que la conscience des problématiques de la pollution, elle date des années 50, je vous le rappelle. Donc là, il y a une problématique. Et l'injustice, ce n'est pas que politique, ça touche une dimension morale. Parce que l'injustice, c'est quand même, quand c'est à l'échelle de groupes humains, c'est un groupe humain qui lèse plus ou moins gravement un autre groupe humain. Et léser un groupe humain sur les ressources en matières premières nécessaires à la vie, la pureté de l'air et l'eau, par exemple, c'est quand même pas rien. C'est une des lois morales fondamentales de subvenir aux besoins de survie d'autrui et de ne pas empêcher autrui d'accéder aux moyens de survie que sont la nourriture, la boisson, l'air et même pas le logement d'ailleurs. Hein. Minimum de vêtements quand il fait froid ou de protection du soleil quand il fait trop chaud. Donc la santé, parce qu'elle a d'élémentaire. Troisièmement, et c'est pour l'acuité de ces problèmes, Ancionas l'a formulé, c'est le long terme. C'est-à-dire que Ancionas souligne comment est-ce que notre puissance d'action sur l'environnement physique et aussi sur l'environnement humain est telle que nous pouvons durablement amoindrir la qualité, réduire la qualité de la vie des générations futures. Donc notre responsabilité à l'égard des générations futures, par nos actions aujourd'hui, sont beaucoup, beaucoup plus importantes qu'ils ne l'étaient il y a 200 ans. Une bonne ou une mauvaise récolte, une bonne ou une mauvaise gestion, alors vous allez me dire oui, ça pouvait causer la mort, donc la mort c'est bien empêcher qu'il y ait des générations futures, mais c'est autre chose que de plomber durablement l'environnement physique, la possibilité de développement, d'utilisation de ressources rares pour les générations qui viennent. Mais on peut prendre un exemple beaucoup plus simple, hein. Vous savez que le problème c'est que la France a désormais une dette qui avoisine les 80% ou 90%, je ne sais plus. Voilà. Et cette dette, c'est simplement celle que les bientôt retraités que vous êtes sont en train de, je parle de ceux qui le sont bientôt, vous allez laisser sur la tête des plus jeunes qui sont dans la salle d'ailleurs. Voilà. Peut-on se permettre d'envisager son futur avec une retraite relativement aisée en laissant sur la tête de ses propres enfants le niveau de dette qu'on est en train de leur laisser? Là, on est dans une injustice familiale gravissime. On est de l'ordre du gravissime en France. Voilà, donc ça c'est l'acuité des problèmes qui fait qu'on ne peut pas de relativiser la question. La troisième chose qui n'aide pas beaucoup, c'est que nos critères de discernement moraux ayant explosé, puisque désormais la relativité des critères de discernement moraux sont considérés comme une espèce de réalité, de réalité inévitable. C'est qu'évidemment, plus les critères de discernement moral ou plus les critères de moralité se multiplient, plus ils s'affaiblissent. Donc on est aujourd'hui au niveau quasi zéro de la possibilité de discerner moralement. Alors,
Les vieux dinosaures de plus de 40 ans dont je fais partie gardent des réflexes un peu primaires parce qu'ils ont été dressés à réprouver certains comportements et au contraire à allouer certains autres comportements, exactement comme du dressage, c'est qu'on a associé le plaisir et la récompense à certains types de comportements et le déplaisir, la peine et la punition à certains types de comportements. Donc on a un petit reste qui est d'ailleurs très culturel, parce que ce qui est considéré comme répréhensible là ne l'était peut-être pas nécessairement à l'époque où nous avons grandi dans une culture à l'autre bout du monde, une culture différente à l'autre bout du monde. Mais voilà, c'est une vraie question ça. Mentir par exemple. Quand vous avez plus de 45 ans, vous avez un petit pincement au cœur quand même quand vous venez de mentir effrontément au gendarme en lui prétendant que vous n'avez pas franchi la ligne blanche alors que c'est évident que vous l'avez franchie. Et que d'ailleurs il l'a vu, d'autres l'ont vu, mais vous le niez. J'ai vu ça de mes propres yeux. Quand même, alors vous êtes malade psychiquement ou là vous avez un petit pincement de cœur. Au pire quoi, au mieux vous êtes absolument dans la culpabilité horrible. Bon. Mais aujourd'hui, enfin, le pincement de cœur il disparaît complètement, tout le monde ment. Aujourd'hui, on va vous dire, mais je ne mens pas, je présente les choses à mon avantage. C'est absolument pas, vous présentez les choses d'une certaine manière, c'est votre point de vue. Vous pensez, de votre point de vue, que vous n'avez pas franchi la ligne jaune et vous avez le droit d'avoir ce point de vue-là. C'est vrai. Et vous demandez d'ailleurs aux gendarmes, je l'ai vu, d'écrire sur le papier, parce que vous avez le droit, quand vous avez une contravention, à avoir des réclamations, et vous mentionnez, vous tenez dur qu'un verre à mentionner que voilà, le gendarme n'a pas bien vu que vous n'avez pas franchi la ligne blanche. Voilà. Donc, expliquer qu'il ne faut pas mentir, vous ouvrez une télé, vous ouvrez Internet, enfin, vous voyez, ça veut dire quoi? La vérité, ça ne veut quasiment plus rien dire du tout. Vous avez des gens qui sont pris en flagrant délit qui vont dire que 10 minutes plus tard qu'ils ne l'ont pas fait. Pas vraiment un flagrant délit, qui n'ont pas vraiment fait ce qu'ils avaient fait. Ils n'ont pas vraiment voulu le faire. Ils n'ont ni vraiment voulu le faire, ils n'ont pas vraiment voulu le faire, vous n'avez pas vraiment vu qu'ils l'avaient fait, donc finalement, c'est même pas sûr qu'ils l'aient fait. Ou ils l'ont fait avec de telles circonstances atténuantes que c'est comme s'ils ne l'avaient pas fait. Non voilà. Bon, donc, affaiblissement des critères de discernement du bien et du mal. Autrement dit, ça me semble bien ou ça me semble mal, c'est quelque chose qui a autant de couleurs que de culture et d'opinion personnelle et d'ailleurs de période, parce qu'on peut avoir pas la même opinion sur la question 10 ans plus tard. Alors, comment est-ce qu'on aborde du coup la question ? La vraie clé, elle est de discerner qu'il y a dans la vie professionnelle 3 dimensions qui ne se recouvrent pas les unes les autres et qui n'ont pas la même cohérence. La première, c'est une dimension d'efficience. La vie professionnelle, c'est faire quelque chose, et quand on fait quelque chose, on rentre dans une logique qui vise à le faire bien et vite. Voire, compétitif et peu cher, si vous voulez rajouter des critères économiques. Cette cohérence-là, donc cette logique-là, elle a sa cohérence propre. Et elle n'est pas immorale, elle est amorale. Vous pouvez bien faire ce que vous aviez à faire ou mal le faire. Il n'y a pas de dimension de moralité. C'est vrai. Voilà, votre tâche, vous êtes artisan, vous avez décidé de construire un mur, vous avez mal construit ce mur, il se réeffondre. Bien sûr, vous allez le reconstruire puisque c'était votre boulot, vous vous étiez engagé à le construire. Est-ce que c'est moralement mal de l'avoir mal construit ? Non, ce qui serait moralement mal, c'est que l'autre ne le sache pas ou de nier qu'il a été mal construit alors qu'on peut le mettre en évidence. Mais l'avoir mal construit, ce n'est pas moral. Non ? Avoir raté votre gâteau au chocolat, c'est moralement répréhensible. Alors, si vous l'avez fait exprès pour empoisonner votre belle-mère, c'est pas bien. Mais si vous ne l'avez pas fait exprès, c'est répréhensible. Donc, ce n'est pas de rater le gâteau au chocolat. D'accord ? C'est de se servir. D'ailleurs, vous auriez pu réussir le gâteau au chocolat pour vexer votre belle-mère. D'accord ? C'est du même ordre. Qui, elle, rate toujours ses gâteaux au chocolat. Donc, rater son gâteau au chocolat ou le réussir, ça n'a pas de connotation morale, c'est l'usage qu'on en fait. D'accord ? Vous pouvez courir vite, si c'est pour gagner les Jeux Olympiques, on peut considérer, voilà, c'est pas plus ou moins louable que si c'est pour échapper aux gendarmes. D'accord ? Vous courez vite, c'est une compétence, et vous exercez votre capacité à courir vite de mieux en mieux. Et vous courez de plus en plus vite. Et donc, la notion d'efficience, auquel est associée d'ailleurs la notion de contrôle. Contrôler les choses pour les faire le mieux possible, c'est normal.
Pour optimiser ce que l'on fait, il faut le contrôler. Vous pouvez d'ailleurs, dans une entreprise, avoir besoin de contrôler énormément de choses pour que ça se fasse le mieux possible. Alors, encore faut-il démontrer que plus vous contrôlez les gens, mieux ils font. Mais pourquoi pas? Si vous les menacez de manière telle qu'ils ne font plus aucune erreur et que vous les contrôlez tout en les menaçant et que ça vous obtenez un résultat magnifique, sur le plan, simplement, comprenez bien, de la réalisation, on n'a rien à vous dire. D'ailleurs, un chorégraphe peut parfaitement être comme ça. Complètement tyrannique, vous voyez, violent, agressif, vulgaire, mais à la fin, tout le monde dit, quand on voit le résultat, respect. Enfin, respect, pas trop dans la manière de traiter les troupes, mais respect dans le résultat. D'accord ? Voilà, donc c'est concrètement, quand on voit les pyramides d'ailleurs, on se dit respect. On ne vous donne pas le bilan humain, en termes d'accident de travail, d'accord ? Et donc, il faut bien comprendre que la logique du projet dans la vie professionnelle, comprenez bien, n'est pas comme tel moral. Il peut servir, le projet, à justifier malhonnêtement des choses immorales, mais ce n'est pas dans le projet lui-même. Et donc là, effectivement, il faut reconnaître que, comprenez bien, en soi, hein, parce que concrètement, cette première dimension n'est pas séparable des deux autres, hein, mais en soi, là, il n'y a pas de moralité là-dedans. Il n'y a que de la réussite ou de l'échec, il n'y a que de l'optimisation ou de la non-optimisation, voilà. Il n'y a que de la créativité ou de la non-créativité, les critères, les notions d'innovation, de créativité, d'efficience, de performance, de compétitivité, de contrôle, de maîtrise, de traçabilité, tout ce que vous voudrez là. ISO 9002 par exemple, ce n'est pas moral ou immoral, vous n'êtes pas plus moral parce que vous avez ISO 9002. ISO 9002, c'est que vous avez une description de tous les actes qui s'opèrent dans l'entreprise. Mais vous pouvez être une entreprise de grand banditisme qui assassine les grands-mères moyennant certains contrats, et vous faites ça de manière professionnelle, voilà, et avoir ISO 9002. Il n'y a pas de problème. La traçabilité du process est parfait. Votre manière d'assassiner les gens est parfaitement au point. Braquer une banque, c'est de l'ordre du... Ça peut être ISO 9002 si vous avez défini toutes les procédures et vous les avez écrites. Et vous pouvez être, je ne sais pas trop quoi, voilà, une chambre d'opération dans laquelle on pratique des opérations merveilleuses qui sauvent la vie de milliers de gens et pas avoir ISO 9002. Parce que vous n'avez pas besoin de définir la procédure, parce que les gens qui sont là sont tous des professionnels, qui se connaissent tous suffisamment et qu'on n'en a rien à faire de définir les procédures. Donc comprenez bien, la moralité, et on met du temps avant de comprendre que notamment le monde économique a suraugmenté vous voyez, c'est la préoccupation de ces composantes d'efficience. L'ensemble de l'économisation de l'existence a introduit dans nos existences une obsession du contrôle, de la traçabilité, de la maximalisation, de la sécurité, vous voyez, c'est-à-dire de la mise en œuvre d'un projet le plus parfait possible, le plus complet possible, voilà. Mais en étant clair que la logique profonde, enfin l'homme n'est pas transformable en projet. D'accord ? Dès que l'homme est en jeu pour autre chose que sa compétence, c'est-à-dire dès qu'il est en jeu pour sa personne, il ne peut absolument plus du tout être réduit à simplement être l'élément d'un projet. C'est-à-dire au sens strict, la personne n'est pas l'élément du projet, c'est sa compétence qui est l'élément du projet. Ce qu'on a besoin, c'est de ma force de travail, c'est de mon intelligence, c'est de ma réactivité. Vous voyez, on n'a pas besoin de moi. D'ailleurs, on est remplaçable. Il y a une deuxième dimension dans la vie professionnelle, c'est précisément le rapport entre les personnes. Et c'est même le bien des personnes. Réaliser parfaitement un projet peut être complètement destructeur de la personne. Ou bien parce que ça la rend mégalo, parce qu'elle est le concepteur du projet. Et que du coup, de la hauteur de sa mégalomanie, elle se met à tyranniser à n'importe quel propos, n'importe quelle personne, parce que le complexe de supériorité qu'elle a acquis à cause de la réalisation de son projet la rend incapable de se situer humainement par rapport aux autres, et donc elle est néfaste au dernier degré. Ou inversement, parce que la personne a été aliénée par le process, ou par le projet, de manière telle que n'étant plus qu'un élément d'un gigantesque projet, elle n'arrive plus à avoir une autre identité que son identité de fourmi participante au projet. Et que de toute façon, comme elle a toujours été simplement ouvrier qualifié avec des patrons qui l'ont toujours fait sentir qu'elle était métaphysiquement au moins N-10,
eh ben, définitivement, elle est dans une espèce de difficulté à être elle-même. Voilà. Et donc, c'est ça le bien de la personne. Et là, je peux l'identifier, le bien de la personne. Et quelque chose d'excellent sur le plan de l'efficience peut être catastrophique sur le plan de la personne. Quelque chose d'ailleurs de catastrophique sur le plan de l'efficience peut être merveilleux sur le plan de la personne. On sait bien, quand vous jouez avec bien de perdre. Du point de vue de l'efficience, c'est nul. Vous savez, vous avez comme ça l'oncle qui veut jamais perdre, quoi. Il est mauvais joueur en plus. C'est-à-dire que dès qu'il perd, il fait la gueule. C'est une catastrophe éducative, le grand-oncle là. Il fait beaucoup de mal à ses petits-neveux d'ailleurs, ses petites nièces aussi. Par contre, vous avez le grand-oncle, alors lui, il perd toujours, mais toujours à bon escient d'ailleurs, mais il perd astucieusement. Il se débrouille pour faire gagner les uns et les autres de manière à peu près équiparée. Vous voyez, chaque fois que ça tourne. Il est génial, le gars. Il crée une espèce de solidarité entre ses neveux et ses nièces. C'est absolument fantastique. Mais il est nullissime au jeu du jeu de loi, de la poker, des dames ou n'importe quoi. Il est mauvais, quoi. Des fois, il est vraiment mauvais, mais il s'en sert, quoi. Il n'a pas peur d'être mauvais. Et il a compris que c'est pas parce qu'on est mauvais qu'on n'est pas bon. Enfin, vous voyez. Par contre, il ne faut pas mettre dans une équipe de football professionnel, si vous voulez, au prochain match France quelque chose. Et donc, ce bien qui est le bien des personnes est aussi le bien des relations. Là aussi, on peut avoir une relation, comprenez bien, qui techniquement est parfaite et qui humainement est catastrophique. La manière dont un pervers narcissique peut dominer l'équipe sur laquelle il travaille par la peur et la menace fait qu'à la fin, ça fonctionne super rapidement. Tout le monde agit au top de ses compétences, mais animé par une dose de peur, de menace et de culpabilité qui est complètement destructrice. Et donc, l'éthique, ou la morale, appelez-la comme vous voulez, du bien des personnes et du bien des relations, doit pouvoir être évaluée différemment de la manière dont j'évalue la qualité de la réalisation du projet. Alors évidemment, elles interfèrent. Et ce que l'on souhaite, ce que souhaite tout dirigeant, tout cadre, n'importe quelle personne d'ailleurs qui travaille, qui est un peu humaine, c'est essayer d'optimiser simultanément la qualité de la bonification de la personne, enfin, l'enrichissement personnel, l'enrichissement de la dimension humaine des relations des personnes les unes avec les autres, et si possible le projet. Alors, de temps en temps, ça marche. C'est l'exemple très beau, c'est celui de la Coupe du Monde qu'on avait gagnée, nous, la France. C'était d'une époque où la rivalité de l'ego des footballeurs n'avait pas encore atteint un niveau très élevé parce qu'ils n'étaient pas très connus, à part Zidane, et que c'était plutôt des potes ou des amis ou des frères, quoi, travaillant les uns avec les autres, et qu'ils ont quand même gagné la Coupe du Monde, quoi. C'est quand même pas mal. Mais c'est bizarre, c'est ponctuel d'ailleurs. Parce que le fait qu'ils aient gagné fait qu'ils ont commencé à perdre. Ils ont encore gagné la Coupe d'Europe, et après ça, ils perdent. Parce que tout le monde sait que quand on a commencé à gagner, chaque ego, vous voyez, en prend pour son grade, et que la manière dont l'ego en prend pour son grade est très bon quand on passe, vous voyez, d'un niveau en dessous du niveau de la mer au niveau de la mer, mais quand on commence à vouloir se hisser au-dessus des autres, voilà, c'est moins bon pour la personne et moins bon pour les voisins. Pas d'augmenter la compétence, mais d'augmenter l'ego. Mais nous, on a du mal à pas augmenter l'ego quand on augmente la compétence. Et qu'en plus, on la vend bien. Et donc, vous voyez, cette dimension du bien des personnes, elle est finalement pas trop difficile à apprécier. Elle n'est pas toujours facile à... C'est facile de l'apprécier séparément de l'efficience. Par contre, on voit bien que c'est difficile de mettre les deux en synergie parce que ce qui est bon pour l'un ne sera pas pour l'autre. Voilà. Et là, on tombe sur la troisième composante du travail professionnel, qui est ce qu'on appelle la dimension politique. C'est qu'il n'y a pas simplement le bien de la personne ou le bien de la relation personnelle à l'autre. Il n'y a pas simplement le projet, il y a le bien du groupe. Et là, c'est plus complexe. Si vous voulez précisément combiner le bien des personnes avec l'efficience la plus grande, vous allez choisir quoi? Vous avez des gens dans cette entreprise, ils fonctionnent bien mieux avec moins de pression. Mais vous en avez une partie qui fonctionne beaucoup mieux sous pression. Et c'est difficile dans la même équipe de mettre certains sous pression et pas du tout les autres. Vous en avez, il faut qu'il y ait une stimulation sur le salaire, d'autres pas du tout. Mais si vous stimulez les uns sur le salaire et les autres pas du tout, ceux que vous ne stimulez pas sur le salaire, par contre, ils sont sensibles à l'injustice. Oui, donc vous êtes mal barré, quoi. Parce que vous dites, non, mais il y a des gens, ils ont un salaire fixe, les autres, ils ont un salaire variable. À poste égal, ça ne va pas le faire si vous avez des gens, parce qu'on peut être, je vous dis, pas sensible directement sur le salaire, mais sensible à l'injustice, c'est pas pareil. Voilà. Donc concrètement, vous n'allez jamais trouver une organisation qui satisfait tout le monde, bien sûr. Sauf celle dans laquelle vous avez réussi à aligner tout le monde, c'est que vous avez réussi à persuader tout le monde
que leur bien à chacun et à tous, c'est celui que vous avez choisi. Ça dure qu'un temps. Aujourd'hui, c'est quand même très rare. Et donc, la troisième question, le troisième niveau, qui est plus difficile, hein, c'est celui de ce qu'on appelle le bien commun. C'est-à-dire comment trouver ce qui est globalement plutôt le meilleur, bon, pour l'ensemble des personnes. Vous voyez ? Et là, on est bien obligé, on ne peut pas l'éviter ce niveau-là. Et c'est ça qui va dialoguer avec le projet. Parce que si la mise en œuvre du projet se met à altérer la majorité des gens dans leur bien personnel, alors la responsabilité professionnelle oblige, parce que la responsabilité professionnelle, vous l'avez compris, ce n'est pas simplement une responsabilité projet, c'est aussi une responsabilité politique, c'est-à-dire une responsabilité sur la communauté. Et on le sait bien, le droit du travail, c'est ça que ça met en lumière, c'est que tu n'as pas simplement le devoir de maximaliser ta productivité et ton rendement, tu as aussi le devoir de respecter un minimum les personnes humaines. Alors, il ne faut pas que le respect des personnes humaines devienne tellement compliqué, parce que vous savez, on est là aujourd'hui, que ça vous êtes tellement de catégories de personnes humaines, et tellement de catégories de manières de léser les personnes humaines, qu'à la fin, de toute façon, si tu veux ne léser plus personne, de manière considérée par les personnes comme grave, ou par les syndicats, ou par je ne sais pas trop qui, à la fin, tu ne fais plus rien du tout. Tu ne crées plus d'entreprise d'ailleurs. Mais bon, il faut aussi, par honnêteté, reconnaître que la pression mondialisée de l'économie fait qu'aujourd'hui, même si tu essaies de faire les choses gentiment, globalement, tu mets quand même une pression massive, assez destructrice sur tout le monde. Voilà. Et d'abord sur toi, d'ailleurs. Et donc, concrètement, voilà, on est dans cette espèce de situation difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il est d'autant plus nécessaire d'apprendre à voir, ce qui est le plus difficile à apprécier, quel est le bien commun, le meilleur. Vous voyez, donc pas le projet le plus efficace, pas simplement l'addition des biens personnels, parce que ça, je ne vais jamais m'en sortir. Et j'arrive, je vous dis, à une espèce de jungle du droit du travail qui fait que de toute façon, tu ne peux plus jamais rien faire. Parce que celui qui est petit est frustré d'être petit, celui qui est trop grand, il est lésé parce qu'il est trop grand, celui qui est de couleur, il est lésé parce qu'il est de couleur, celui qui n'est pas de couleur, il est lésé parce qu'il n'est pas de couleur. Tout le monde est lésé pour quelque chose parce que chacun fait partie d'une minorité opprimée, quoi. Donc à la fin, voilà, les patrons bientôt vont se syndiquer pour l'oppression d'être considérés par des patrons, alors que voilà, eux ne se considèrent pas comme des patrons, mais comme de gentils accompagnateurs. Voilà, de ceux qui leur permettent de gagner quand même beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de raison que si on est un gentil accompagnateur, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Donc il n'y a pas de raison d'être enfermé dans l'image affreuse du patron, ce qui est d'ailleurs tout à fait vrai, parce que tous les patrons ne sont pas affreux. Donc c'est pour dire qu'à la fin, si vous voulez, tout le monde se protège contre tout le monde, et ça, on ne s'en sort pas. Pourquoi ? Parce qu'on a du mal à penser le bien commun. Alors, petite parenthèse, ce n'est pas vrai que de la problématique professionnelle. Là. Tout d'un coup, on touche une problématique qui est beaucoup plus large. C'est quoi le bien d'un pays ? C'est quoi le bien d'une ville ? C'est même quoi le bien d'une famille ? C'est quoi le bien d'un village ? C'est quoi le bien d'une profession ? C'est quoi le bien d'une entreprise ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a deux choses quand même dans le bien commun. D'abord, il y a le respect minimum de la nature humaine. C'est pas facile de savoir quel est le respect minimum. Alors, c'est déjà pas tuer son voisin, on est d'accord. Mais après, le harceler, à partir de quel seuil il y a un harcèlement ? Bien sûr qu'il ne faut pas harceler les gens, tout le monde le sait. Mais tu as des gens qui se sentent harcelés. Est-ce que la subjectivité du harcèlement fait partie du harcèlement objectif ? C'est pas simple. Hein. Vous entrez chez les Marines, vous n'êtes pas censé vous sentir harcelé. Je ne sais pas si vous avez vu des entraînements Marines, vous savez, il faut résister aux gars qui vous injurient de tous les noms de la terre. C'est à peu près comme chez les CRS. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être capable de subir un degré d'harcèlement verbal sans être affecté, enfin en gérant l'affectation dans laquelle on est. C'est une vraie question. Est-ce que les CRS ont le droit de déposer des plaintes pour harcèlement moral parce que les foules les ont injuriés ? Ça va être juteux, hein. Je ne vous le dis pas. Si on arrête les gens parce qu'ils ont injurié les CRS, ils vont gagner des sous. Voilà. Donc, voilà, injurier de tous les noms possibles et imaginables un CRS, c'est pas considéré. C'est bizarre. Vous faites ça avec un policier ou un gendarme qui vous a donné une contravention, c'est bizarre. Là, vous taxez. Hein. Mais vous avez des panneaux qui crient CRS, SS, vous êtes tous des fascistes. Non, on les arrête pas les gens pour les taxer. C'est bizarre, non ? C'est quoi la différence ? Moi, j'en vois pas en tout cas. Voilà, donc c'est pour dire que la notion de bien, vous voyez, minimum, je ne parle pas du maximum, mais le minimum. Et c'est vrai que la morale traditionnelle de toutes les civilisations dit c'est ne pas faire à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
un assez bon critère. Le problème, c'est de le transformer en loi. On comprend très bien ça, que c'est un bon critère. Qu'est-ce que c'est que le bien minimum de la personne humaine, vous voyez, ou le bien minimum à respecter pour le bien commun, c'est que de ne pas faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'ils nous fassent. Et ça n'est plus aussi simple. Voler, par exemple. C'est vrai qu'on n'aimerait pas être volé. Donc voilà, le bien commun ne peut pas voler. Mais le problème, c'est que où s'arrête le bien commun? Est-ce que c'est normal? Alors, dans l'entreprise, on ne se vole pas entre soi, ça c'est sûr. Puis on ne vole pas l'entreprise, ça c'est un crime grave. Mais l'entreprise, est-ce qu'elle vole les autres? Quand tu arrives avec de la manipulation psychique collective qui s'appelle du marketing, et que finalement tu mets un pistolet psychique sur la tente de la personne et tu lui dis la bourse ou la vie, c'est du vol ou non? Quand vous entrez dans un hypermarché, c'est exactement ce qui se passe. On vous met un pistolet psychique sur la tempe et régulièrement on vous dit maintenant c'est la carte bleue ou la vie. Et à la fin vous avez payé. Pas que par bonne volonté et par calcul juste, mais par pression psychique grave. Évidemment. Pourtant vous n'allez pas pouvoir assigner Carrefour, Leclerc ou autre aux assises pour sa main armée. Non, ni pour harcèlement moral d'ailleurs. Je vous rappelle que, enfin vous ne le savez pas, on devrait vous faire signer une décharge, mais chaque fois que vous entrez dans un hypermarché, vous vous soumettez délibérément à un harcèlement moral de très haut niveau. Beaucoup plus sophistiqué que tous les gens de votre entreprise. Parce que le but est délibérément de vous faire perdre toute conscience individuelle, toute pratique, quelconque critère de discernement qui vous permettrait de limiter votre manière d'acheter. C'est très simple. Et ça fait partie de la règle du jeu. Alors, parce que vous l'avez accepté, c'est comme, vous savez, le jeu de la terre, le train de la terreur, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, à Disneyland, là, vous êtes dans le machin qui vous fait peur, vous payez pour qu'on vous fasse peur. Si on vous faisait peur sans que vous payiez, vous seriez en droit de déposer une plainte. D'accord? C'est vrai. Hein, quelqu'un qui a fait un infarctus dans le truc fantôme, il ne peut pas déposer de plainte. Parce qu'il avait payé pour faire peur, qu'on lui fasse peur. Donc il fait un infarctus, c'est dommage pour lui. Mais si vous faites peur à quelqu'un lors d'un busitage et qu'il fait un infarctus, on peut déposer plainte. Donc, quand vous entrez dans un hypermarché, sachez que vous vous soumettez délibérément à un harcèlement moral de haut niveau d'ailleurs qui peut expliquer, qui fait qu'après ça, vous ayez besoin de harceler les autres aussi. Je plaisante qu'à moitié. L'ensemble du système que nous venons de fabriquer est un système qui nous harcèle à très haut niveau. Regardez vos mails et vos téléphones. Ça ne vous harcèle pas les appareils-là? Quel est le degré de harcèlement? Quel est le type de harcèlement? Quelle est la violence que vous accumulez d'être harcelé? Qu'est-ce que vous faites de cette violence? Et comment vous la recyclez en harcelant les autres? Non? Vous ne harcelez pas les gens avec des mails, des SMS, des téléphones, des messages et tout, comme vous avez vous-même été harcelé? Voilà, donc ce n'est pas si simple. Et pourtant, il faudrait arriver au moins à ce minimum du bien de la nature humaine. Et puis le deuxième, c'est la justice sociale, qui est une chose encore beaucoup plus compliquée. Pourtant, c'est ça. Le discernement d'un certain bien moral ou mal moral dans la vie professionnelle ne peut pas se faire... oui, il peut commencer par l'échelle individuelle, mais je ne peux le dénoncer que quand j'envisage que ce qui lèse la personne, telle personne, finalement lèse aussi les autres personnes. La dénonciation du mal dans la vie professionnelle, c'est nécessairement un mal qui lèserait, c'est un mal qui a quelque chose d'universel. Ça ne peut pas être simplement un mal parce que je le ressens comme tel. On peut dire oui, aujourd'hui la cravate de mon cadre m'exaspère et m'agresse parce que c'est exactement la couleur de la cravate de mon père qui, quand il me donnait des coups de ceinture. Bon, très bien, mais ça ne va pas le faire. D'accord ? Ce qui veut dire, et c'est compliqué, c'est que c'est jamais pur. Et donc, on voit bien qu'il y a du bien et du mal. On voit bien que ce bien et ce mal ne relèvent pas de l'évaluation de l'efficience, que le bien et le mal, même s'il est discernable au niveau de la personne, doit toujours l'être avec précaution, mais où d'une certaine manière, le bien et le mal dans la dimension professionnelle regardent sur le bien ou le mal collectif. Et que finalement, c'est jamais simple parce que c'est jamais pur. Il n'y a pas du bien pur. Mais d'ailleurs, même dans notre vie humaine, c'est difficile de savoir s'il y a des endroits qui sont des actes purement bons. Alors, c'est très difficile aussi d'avoir des actes purement mauvais, hein, rassurons-nous. Parce que même quelqu'un qui est complètement pervers continue à chercher un bien, ne serait-ce que le sien, en fait, en commettant un mal. C'est bien connu, c'est un mécanisme profond de la personne humaine, c'est qu'on ne peut pas vouloir le mal pour le mal. Ce qu'avaient compris déjà les moralistes du Moyen-Âge. Mais on peut vouloir un faux bien, qui est un mal pour les autres, et qui est même un mal pour soi. Même la destruction est voulue de soi, est voulue pour le plaisir de la destruction de soi, ou pour la satisfaction de la haine de soi, mais jamais comme destruction elle-même.
Alors, du coup, je me suis demandé quels critères. Et là, évidemment, c'est pour ouvrir au débat, hein, parce que non pas pour que ça soit pur, mais pour discerner ce qui, dans la vie professionnelle, a des chances, pourrait poser problème. Autrement dit, le discernement, non pas du bien, parce que le bien, j'allais dire, le bien se fait de manière silencieuse, diffusive, disaient les gens du Moyen-Âge. Et donc, c'est plutôt le mal qui pose problème. Hein. Le bien, on peut l'identifier et l'accompagner en entreprise, et c'est bien de le faire. Et d'ailleurs, le bien dans la vie professionnelle, si vous regardez de près, il vient la plupart du temps des personnes autour duquel le bien se fait spontanément. Moi, c'est ce que j'appelle le troisième organigramme. Dans une entreprise, vous avez 3 organigrammes. L'organigramme des définitions de poste, l'organigramme officiel. Et puis, vous avez l'organigramme des compétences. C'est-à-dire que vous savez qu'à définition de poste égale, les gens ne sont pas aussi compétents les uns que les autres. D'accord ? Donc, c'est bon que derrière votre organigramme formel, vous ayez aussi un organigramme compétences. On voit que oui, ils ont le même poste, mais là-dessus, c'est plutôt lui qui est vraiment doué, et là-dessus, c'est plutôt elle qui est vraiment douée. Donc, il vaut peut-être mieux les mettre en complémentarité plutôt que de les mettre en rivalité. Et puis, vous avez des gens qui sont très compétents, mais très pénibles à vivre, et des gens qui sont moins compétents, mais sympathiques à vivre. Et puis, vous avez un troisième organigramme, qui est l'organigramme de la bonté. Ça, c'est de repérer les gens, ils sont involontairement un peu néfastes pour leur environnement. Et vous avez des gens, c'est l'inverse. Ils diffusent, dès qu'ils sont là, les gens se mettent à sourire, sympa, ils se confient à l'autre, vous voyez, ils font du lien, ils font de la médiation, enfin, ça génère du bien. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ces personnes-là, ce sont ou des juniors, ou des seniors, ou des femmes. Parce que les femmes peuvent être juniors et seniors. Hein. Mais c'est vrai, la femme a souvent ce sens de la relationnalité bonne, d'accord, et beaucoup plus que l'homme. L'homme peut l'acquérir avec le temps, ça s'appelle les seniors. Et le jeune, il a cette vertu de poser des questions qui relèvent pas d'abord des stratégies de pouvoir, qui relèvent d'une dimension un peu naïve des choses. Donc souvent, il vient mettre un peu de simplicité dans la relation en posant des questions simples, quoi, avant de devenir quelqu'un de sophistiqué qui commence à poser des questions tordues. C'est-à-dire stratégiquement rentable. Et donc voilà, dans cet organigramme de la bonté, là on voit bien on repère les gens à partir duquel se fabrique le bien dans l'entreprise. Parce que c'est un amplificateur du bien qu'il y a dans les autres. Et puis la deuxième stratégie, c'est de créer des cordons sanitaires autour de ceux qui ont des fonctionnements structurellement néfastes. Ce qui peut exister. On ne peut pas toujours les licencier, ces gens-là. Mais dans certains cas, il faut vraiment créer un cordon sanitaire. Pas mettre d'ailleurs les gens trop gentils et qui diffusent de la bonté à côté de ces gens-là, parce qu'ils en deviennent les esclaves et les proies privilégiées. Alors, quels critères, du coup, à cette bonté? La première, je me disais, le premier critère, c'est le face-à-face. C'est-à-dire, en gros, est-ce que la décision que je prends peut être prise en face-à-face avec chacune des personnes qu'elle va concerner? Est-ce que la décision qui a été prise et qui me concerne pourrait être prise en face-à-face par la personne qui l'a prise? Vous voyez? Ça, c'est un excellent critère. Ou est-ce qu'il faut des circulaires, des médiations, des consultants qui viennent expliquer que, de la communication interne pour avaler que, voilà. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de la com interne et qu'il ne faut pas des consultants. Mais in fine, est-ce que cette décision peut être formulée humainement en face-à-face? Et quand je dis en face-à-face, c'est un pied d'égalité. Ce n'est pas dans un rapport hiérarchique, c'est dans l'effet humain que ça a sur autrui. Voilà. Est-ce que, autrement dit, on assume l'effet, honnêtement, l'effet humain que ça a sur autrui? Je trouve ça un bon critère, moi. Alors, on va me dire, oui, mais je ne peux pas, quand je prends une décision, aller consulter tous les actionnaires et tous les clients, c'est sûr. Quand L'Oréal lance une nouvelle chaîne de rouge à lèvres, c'est difficile d'aller consulter, bien que, vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, on fait des échantillons de clients, on pourrait faire des échantillons d'actionnaires, d'ailleurs, pour les mettre les uns face aux autres. Histoire qu'ils se mettent sur la figure, quoi. Parce que, évidemment, le client dirait moins cher, l'actionnaire dirait plus cher. Et là, on verrait d'où viennent les conflits. Mais ça serait bon de mettre en face à face l'actionnaire qui vous met la pression pour avoir une croissance à 2 chiffres et le fournisseur qui en peut plus de devoir vendre à perte. Voilà, le face à face. Alors, comprenez bien, c'est un critère, il n'est pas fictif, il est potentiel, parce que je ne peux pas le mettre en œuvre partout.
Mais je peux toujours le mettre en œuvre, au moins vis-à-vis de mes collaborateurs directs. Parce qu'il y a des chances que si l'environnement direct, vous savez ce qu'on appelle le 360, l'environnement direct des gens avec qui vous travaillez, c'est souvent quoi, une vingtaine de personnes. Si déjà cette vingtaine de personnes, vous êtes capable vis-à-vis de ces 20 personnes de prendre chacune des décisions qui vont avoir un impact sur elles en face à face, et réciproquement, il y ait des chances quand même que le reste soit un peu plus ajusté. Oui. Que dire non mais c'est pas possible avec tout le monde. Moi le face à face ça va très bien, surtout avec le gars qui a une -5 là. Chaque fois que je lui parle il est gentil avec moi, il est toujours d'accord avec ce que je dis d'ailleurs. Surtout en fin d'année. Dans l'entretien, oui. Ça c'est le premier élément. Et le face à face il me semble est le critère du vrai partage du pouvoir, de la responsabilité et même de l'argent. Comment vous pouvez regarder en face à face quelqu'un, une décision dans laquelle lui qui a un salaire qui est à peine le SMIC, il va gagner je ne sais pas trop quoi, 2 € sur le mois, et vous, voilà, vous avez une augmentation qui se calcule en stock option, vous voyez, à plusieurs dizaines de milliers d'euros par stock option, et il y en a une centaine. Ouais. Quand même. Bon critère. Alors on va me dire, mais si vous élargissez ça à l'échelle de la planète, il y a beaucoup de gens, on a du mal à prendre des décisions en face à face là. Vous entrez dans un hypermarché, je vais vous dire, vous allez avoir du mal à y rentrer. Hein. Non, pas du tout. C'est pas lisser les différences, mais c'est les assumer. Et les assumer en laissant l'autre me dire aussi comment il réagit vis-à-vis d'elle. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Bien sûr, c'est le face-à-face parent-enfant. Il ne s'agit pas de faire semblant que tout d'un coup, je ne suis pas la mère de ma fille ou je ne suis pas la fille de ma mère. N'empêche qu'il y a des fois, voilà, le face-à-face peut être exigeant. Et c'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de différencier la différence hiérarchique, la différence de salaire, la différence de compétences, tout ce que vous voudrez, mais le fait que ça s'assume dans un endroit où il n'y a pas de différence, c'est qu'on est deux personnes humaines. C'est ce que j'appelle le face-à-face. C'est pas du tout l'égalitarisme, ça veut rien dire. Une société qui se veut parfaitement égalitaire, on sait ce que ça a donné, ça donne rien. C'est tout simplement parce qu'aucune personne n'est égale à l'autre. Par contre, il faut que le jeu des différences et des inégalités, quand même au bénéfice du tout, c'est ce qu'on vient de dire. Et pour être au bénéfice du tout, la bonne manière de vérifier, alors bien sûr que, voilà, il y a toujours une personne dans l'entreprise qui m'en veut, a priori, pour des raisons affectives qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec, voilà, c'est évident, avec cette personne-là, le face-à-face c'est difficile. Le deuxième, c'est est-ce que dans la décision professionnelle, ce qu'il y a de plus fragile dans l'entreprise, ou les plus fragiles de l'entreprise, les plus fragiles du groupe dont je fais partie, sont pris en compte. Est-ce que je suis capable de me représenter ou est-ce que je sais l'effet que va avoir cette décision sur le plus fragile? Là encore, ce n'est pas parce que ma décision ne va pas affecter le plus fragile. Enfin, vous voyez, au moment où il a fallu quitter le Titanic, je présume qu'effectivement, il fallait choisir. Et de toute façon, il y a des gens qui allaient mourir. De toute façon, ceux qui ne savaient pas nager, ne savaient pas nager. Donc évidemment, les plus fragiles allaient mourir. Le tout, c'est de savoir est-ce que je tenais compte du fait que les plus fragiles allaient mourir ou est-ce que je ne veux pas le voir. Voilà. Vous voyez, ça me semble un bon critère, ça, dans une décision qui garde la dimension collective. Ce n'est pas vrai que de la vie professionnelle, c'est vrai même de la vie sociale. Alors, je n'ai pas à aligner toute ma communauté sur le plus fragile. Et j'ai à résister à la tentation d'externaliser le plus fragile. Il y a des spécialistes et je les paye pour ça s'appelle l'impôt. Et les impôts, ça permet qu'il y a des gens, ils sont payés pour s'occuper des gens les plus fragiles. Comme ça m'évite à avoir ça comme critère de décision. Non? C'est jamais confortable ce critère-là. Hein. Alors on va me dire, ouais, en plus c'est culpabilisant. Non. C'est de nouveau, c'est pour avoir, vous prenez derrière, une échelle de l'impact humain de la décision. Évidemment, plus fragile, c'est celui pour lequel, comprenez, c'est pas un mal, mais c'est à lui que ça fait le plus de mal, quoi. C'est à lui que ça fait le moins de bien. Et comprenez bien, le plus fragile, c'est pas le salaire le plus bas, ça n'a rien à voir. Hein. Le plus fragile, des fois, c'est le dirigeant. Il faut faire attention à la décision parce que ce qui va sauter un plomb, c'est le dirigeant. Par exemple, vous avez des décisions de conseil d'administration vis-à-vis d'un dirigeant salarié qui sont en train de lui faire sauter un plomb parce qu'ils ont décidé que pour le plaisir narcissique des actionnaires qui ont déjà d'ailleurs un taux de rentabilité absolument gigantesque de leur action, ils vont encore l'augmenter. Celui qui est menacé par ça, ce n'est pas les gens de la base parce qu'ils sont nombreux, ils sauront encaisser le choc. C'est le dirigeant. Ou le DRH qui va devoir se négocier un plan social et qui va se faire un burn-out parce que cette fois-ci, c'est trop.
voyez, c'est pas le plus fragile, je ne suis pas en train de faire du misérabilisme, hein, faut bien s'entendre. Hein. Je pourrais même dire, est-ce que ma décision, je la prends en tenant compte de ce qu'il y a de plus fragile en moi? On pourrait dire ça aussi comme ça, si vous voulez trouver des critères internes. Est-ce que je prends ma décision en face à face avec moi-même? Est-ce que je suis, vous voyez, accountable par rapport à moi-même? Est-ce que je suis capable de me regarder dans la glace prenant ces décisions? Mais c'est bien de viser quelqu'un d'autre quand même que vous. Parce que souvent, on a tendance à se sous-valoriser, donc on s'affole de la décision qu'on est en train de prendre. Ou alors au contraire, on est vachement cool avec la décision, droit dans ses bottes comme on dit, vous savez. Donc il n'y a pas de problème, moi je massacre les gens, mais droit dans mes bottes, donc je me regarde dans la glace sans aucune difficulté. Par contre, tu as plus de mal à regarder voilà, en face à face certaines des personnes vis-à-vis duquel tu prends la décision. Et le troisième critère, c'est le long terme. Vous voyez, c'est l'effet à long terme. La durabilité, appelez ça comme vous voulez, ou l'anticipation. Hein. C'est-à-dire, en gros, est-ce que cette décision, je perçois ses effets à long terme? Et parce que souvent, sur le long terme, en envisageant le long terme, on voit beaucoup mieux le profil de la décision. Vous avez des décisions qui apparaissent excellentes parce qu'on les orchestre à court terme. Vous les envisagez à long terme, c'est très clair qu'elles sont ambiguës, quand elles ne sont pas clairement malsaines. D'accord ? C'est typique, là, de ce qu'on a vécu en 2008. Pourquoi est-ce qu'on a causé un mal politique et moral assez grave à une partie importante de la population mondiale à travers cette crise de la finance qu'on aurait parfaitement pu éviter? C'est parce qu'on n'a pas voulu voir le long terme des décisions. C'est tout simple, c'est tout simplement ça. On a occulté le long terme des décisions. Elles étaient techniquement ficelées, mais rien que d'envisager leur long terme, c'était envisager clairement leur perversité. Comme décision politico-économique, puisqu'elles avaient une fonction composante politique, puisqu'elles concernaient des gens à tout niveau de salaire. Pas seulement une petite élite, vous voyez. Qu'une petite élite qui a plein d'argent vienne le claquer au casino, c'est son problème. Voilà. Quand ceux qui sont engagés dans le casino, c'est les gens qui n'ont pas les moyens, ça ne va pas. Dernier élément, du coup je me disais, mais au fond, qu'est-ce qui est la source du mal la plus fréquente dans le monde professionnel? C'est simple, le rapport au pouvoir. C'est le rapport au pouvoir. C'est d'ailleurs la directe conclusion de ce que je viens de vous dire, c'est le rapport au pouvoir que j'ai sur les autres. Et donc, c'est bon de savoir, est-ce que le pouvoir est partagé? Et là où je vérifie que le pouvoir est partagé, même si c'est de manière inégale, mais partagé, c'est dans le face-à-face. Est-ce que, voilà, mon pouvoir, je l'exerce de manière anonyme ou est-ce que je l'exerce en face-à-face? Et là où je vois qu'il n'est pas partagé, c'est quand je ne suis plus capable de l'exercer en face-à-face. Hein? Le pouvoir s'exerce d'autant mieux de manière abusive qu'il s'exerce de manière indirecte. Hein? C'est les expériences de Milgram et j'oublie son prénom à l'autre. Stanley Milgram. Qui montre que précisément, plus on est distancié de la personne sur laquelle on prend une décision de pouvoir, et plus on est capable d'être dans un abus de pouvoir absolument complet. Même chose, le pouvoir. Quel est l'effet de mon pouvoir sur le plus fragile? Quel est d'ailleurs l'effet de mon propre pouvoir sur moi-même dans ce que j'ai de fragile? Est-ce que le pouvoir que j'ai là est en train de me faire franchir l'espèce de, comment vous dire ça, de croissance exponentielle de l'ego, vous voyez, comme tout d'un coup, là, comme une bulle. Il y a des choses comme ça, tout d'un coup, là, il y a un seuil qui ne se sentent plus, comme on dit. L'ego, là c'est la partie fragile qui en prend un coup. Hein. Un bon critère aussi. Et puis la durée. Est-ce que ma manière d'exercer le pouvoir vise la durée? C'est-à-dire le moment où je l'aurais pu. C'est bon, d'anticiper dans l'exercice du pouvoir. Est-ce que je suis en train de mettre en œuvre un espace d'existence ou est-ce que les conséquences de mes actes sont telles, voilà, qu'ils visent le moment où je n'aurai plus la jouissance de ce pouvoir? Autrement dit, est-ce que je travaille pour un bien futur, quoi? Et la cause, derrière le pouvoir, c'est la peur. Voilà. La grande cause, pas unique, hein, pas unique. L'orgueil est suffisant à générer le pouvoir. Mais un des amplificateurs, là j'essaie de discerner où est-ce que derrière un mal apparent dans le monde professionnel, même l'abus de pouvoir peut se cacher encore quelque chose d'un bien. Et on le voit dans la peur. Les logiques de peur accroissent les logiques de pouvoir. Les logiques de peur accroissent les logiques d'augmentation du mal fait au groupe et aux personnes. Et la peur
pousse à l'augmentation de la logique d'efficience pure et à la minimalisation des facteurs humains. Voilà. Je pense qu'entre la logique de pouvoir, comme vous voyez dans ce qu'il a d'excessif, hein, la dérive du pouvoir, et les logiques de peur, on a deux des éléments, des logiques de fond, qui sont celles, en gros, si vous voulez, si on veut travailler sur ce qui agit en mal dans la vie professionnelle, c'est là-dessus qu'il faut avoir les deux regards. Sur comment fonctionne le pouvoir. En gros, si on disait comment fonctionne le pouvoir dans ta vie, dans ton organisme professionnel et comment fonctionnent les peurs, en gros, là, vous avez un diagnostic de ce qui fait mal. Les deux. Parce que quand on exerce le pouvoir, souvent de manière abusive, hein, c'est qu'on a peur de l'autre. C'est aussi des fois qu'on a peur de soi, mais c'est qu'on a peur de l'autre ou qu'on a peur de ne pas contrôler l'ensemble du système. Voilà. Et on le sait, la peur, ça génère le manque de confiance. Enfin voilà, ça me semble les deux logiques de fond. C'est ça parce qu'on repère plus facilement les logiques de peur et les logiques de pouvoir, par exemple, que les logiques de méfiance. C'est plus compliqué, ça se masque mieux. La peur, il faut avoir un peu de pif, mais ça transpire plus vite. Et le pouvoir, c'est carrément visible, quoi. À vous les questions. Je n'ai pas travaillé sur comment on discerne, hein, ce n'est pas mon sujet. À plusieurs, vous voyez comment est-ce qu'on construit le discernement du bien et du mal, et surtout, au passage, vous avez compris qu'on ne fabrique pas ça tout seul. On n'est pas suffisant à soi seul pour discerner de manière opportune ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment mauvais. Pour le coup, ça se construit sur le critère que j'ai donné. Dans le face-à-face, dans le partage, dans la progressivité, ça s'élabore lentement un discernement complexe. La première question est difficile. Merci pour cet exposé déjà magnifique. Et est-ce que vous diriez finalement que nous sommes à l'aube d'une transformation, puisque les critères volent en éclats, puisque les limites sont repoussées, qu'on ne sait plus très bien où est le mal, où est le bien. Donc, transformation, et est-ce que vous avez une idée vers quoi on va tendre ? Je sais que c'est une question de contrôle derrière, mais voilà. Je pense qu'on est à l'aube d'une double transformation. L'une hautement bénéfique et l'autre hautement pas bénéfique. Je commence par la pas bénéfique. On est à l'aube d'une transformation, enfin on a déjà bien engagé une transformation qui est celle du transfert de notre responsabilité aux machines, soyons clairs, aux machines. Et le signe d'ailleurs, c'est qu'on est en train d'agir de plus en plus en réactivité, ou en interactivité, on dit ça en connectivité, et donc absolument plus en discernement par intériorisation. Voilà. Donc là, on est en train d'entrer tout simplement dans le fait que voilà, la tentation de se laisser phagocyter par la matrice, devient massif. Ça se double en plus d'une culture, d'une espèce d'immanence molle, vous voyez, c'est comme si c'était une matrice molle. Il y a un côté aussi féminin là-dedans, au mauvais sens du terme. On était envahi par une espèce de truc qui allait décider pour nous et que finalement, il faut faire avec. Voilà. Donc, cette transformation, elle est déjà engagée. Elle est hautement inquiétante. Hein. La minimalisation, par exemple, des effets sociétaux et personnels, interpersonnels et même intracérébraux de l'usage intensif des écrans, là. On est dans une minimisation gravissime, si vous voulez. C'est exactement comme les essais nucléaires quand on les faisait dans le fond du Sahara en pensant que ça allait avoir pas de dégâts, quoi. Enfin, c'est de ce niveau-là pour moi. C'est pas Pierre et Marie Curie, mais on est à ce niveau-là. Vous inquiétez pas, les essais nucléaires, c'est under control. Donc on est très loin là. Et c'est là, évidemment, on peut se faire peur. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les films d'aujourd'hui, on se fait vachement peur avec tout ça, quoi. C'est ce que j'appelle, moi, le moment où l'exosquelette instrumentalise celui qui l'agit. Vous savez, on a fabriqué un énorme exosquelette qui est censé démultiplier notre puissance, qui est en train de se transformer en tombeau. C'est simple, l'exosquelette te bouffe. Et en même temps, il y a une autre transformation qui est une transformation réactive, qui précisément est une transformation du discernement à plusieurs. Une logique qui n'est pas celle du réseau au sens des ordinateurs, mais du réseau au sens des réseaux interpersonnels, dans lesquels on commence à s'apercevoir qu'il faut revenir précisément à ces alliances humaines, avec de la proximité, re-rentrer dans un débat à l'échelle de la proximité, que finalement même les décisions à longue portée dans le temps et dans l'espace doivent se prendre avec des critères de proximité parce que c'est ça qui permet de les penser. Et donc il ne faut précisément pas se contenter de penser global et d'agir local,
il s'agit aussi d'être capable de penser local, voilà, et de comprendre comment est-ce que le seul lieu du discernement et de l'existence, à la fin, c'est que du local. Le reste, ce n'est pas un lieu d'existence. C'est un lieu où j'ai des antennes, c'est un lieu d'action, mais ce n'est pas un lieu d'existence. Bizarrement, on peut agir très loin, ça ne veut pas dire qu'on existe là-bas. On peut être présent très loin, mais ça ne veut pas dire qu'on existe là-bas. C'est ça qui est paradoxal. On arrive à être présent partout, mais on n'existe que là. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. On a une illusion d'omniprésence, une espèce de nostalgie divine, hein, de toute puissance, parce que derrière ce truc-là, il y a quand même une gigantesque problématique de la toute-puissance infantile. Hein. Enfin, on a réussi à fabriquer le grand joujou magique qui va faire qu'on va être tous tout-puissants, tous ensemble, qui est juste en train de nous détruire. Et donc, ces logiques alternatives, elles sont précisément celles du discernement dans le face-à-face, du fait que voilà, on arrête les outils de médiation dans la discussion, on va en parler directement, et que c'est là. Alors, ça ne veut pas dire que par ailleurs, on ne se sert pas d'outils très sophistiqués, mais on les externalise. On réexternalise la puissance technologique et on réinternalise la chair et l'intériorité humaine. Voilà. Alors là, on est là-dedans. Et on commence à le voir apparaître. Voilà. Et que là-dessus, alors c'est un travail, c'est David contre Goliath, hein, parce que c'est un travail de jardinier, c'est un travail de résistance. Bon. Mais on n'a pas encore atteint en France, aussi bien dans les entreprises que dans la vie associative, que dans la vie locale, que dans les choix personnels, une masse critique. Mais on n'est pas loin de la masse critique signifiante. Hein. La minorité, là, les gens qui commencent à avoir des choix de vie alternatifs. Hein. Ça ne veut pas dire aller dans le Larzac ou rentrer dans un monastère, mais ils commencent à dire, attends, moi j'ai qu'une seule vie, tu vois bien, ce n'est pas les autres, ce n'est pas les machines qui vont les décider à ma place. Donc mes choix, moi j'ai décidé de les réduire, parce que trop de choix, ça me pirate la tête. Et puis, on s'y met à plusieurs, parce qu'il y en a, comme dans un monastère, quoi, ou un couvent, quoi. Il y en a qui sont parfaitement capables d'aller faire tel truc sans exploser en vol, mais l'autre, il est mort, quoi. Il y a des gens qui sont capables de rester sobres à ensemble de verres d'alcool, d'autres pas. Par contre, vous en avez d'autres qui sont capables de supporter telle chose sans péter un plomb, et l'autre pas. Il s'agit de créer, moi, ce que j'appelle une cohérence organique des fragilités et des compétences. On commence à le voir, mais c'est une intelligence sur laquelle on n'est pas très en avance, hein. Puis on a pris un petit peu de retard là dans les 6 derniers siècles quand même en Occident. On y revient, on y revient. Soit l'intelligence du corps, l'intelligence de la santé, l'intelligence de soi, l'intelligence d'autrui, ça se tient. Que j'appelle moi l'écologie de la personne. Voilà, on est en train de s'apercevoir qu'il n'y a pas qu'une écologie de la planète, qu'il n'y a pas qu'une écologie matérielle, il y a une écologie de la personne et il y a même une écologie de la collectivité. Et que cette écologie, elle a des critères de fonctionnement qui sont les vrais critères moraux. Ce qui est mauvais pour un écosystème humain est moralement mauvais. Ce qui est mauvais pour l'écosystème à lui tout seul, qui est la personne humaine, est moralement mauvais, c'est tout. La morale, ça devrait bêtement être ça. C'est les lois de l'écologie, c'est tout simplement ça. Alors, on en a fait autre chose parce que je vous dis, on a été formaté avec des espèces de modes primaires de moralité infantile. Bon, malheur au XVIIe siècle, je sais bien. Mais... Alors, on a l'impression qu'on est dans une situation où on arrive dans l'ultime. Et qu'il y a un grand risque. Donc, quel est ton avis sur entre la cohérence, entre le risque, et puis justement la simplicité de la cohérence dans la vertu, dans le bon sens, qui peut effectivement faire revenir les choses. Enfin, alors, c'est vrai qu'on est en situation de haut risque, mais d'autant plus qu'on est en situation de haut risque, alors tu le sais bien par ton métier, d'autant plus, il faut revenir précisément aux choses élémentaires de la cohérence humaine. Donc, pas se laisser paniquer par la hauteur du risque. Si on veut avoir une chance de faire quelque chose en situation de haut risque, c'est bien en ne perdant pas la tête. Donc, en ne laissant pas le risque me construire, mais en laissant le risque solliciter chez moi les fondements humains qui tiennent. Voilà. Et le vivre à plusieurs, parce que tout le monde sait aussi que le risque entrepris à plusieurs, il est déjà beaucoup moins risqué. Donc, c'est une expérience tout à fait élémentaire, hein, parce qu'il travaille dans le sauvetage. En montagne, et donc c'est des expériences élémentaires, ça qu'à plusieurs, et face au risque, la seule manière de pouvoir avoir la chance de s'en sortir, c'est de revenir à la confiance humaine basique, à la confiance entre les personnes, et avoir une cohésion collective qu'on arrive ensemble à ce qu'on n'arriverait jamais à faire seul. Et donc, oui, c'est vrai, on est un peu en haut danger, on est un peu, en haute montagne permanente, à cause du monde hyper sophistiqué. On est dans un monde où la raréfaction de l'oxygène est réelle, parce que le haut niveau de compétence que ça nous réclame, et la faiblesse de notre sagesse proportionnelle fait qu'on est à la limite, on est au-dessus de nos capacités là. On est en train de vouloir marcher à 8000 mètres d'altitude alors que, basiquement, à 4000, voilà, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller beaucoup plus haut. Et ce n'est pas bien de vouloir faire marcher tout le monde à 8000. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent à 8000. Voilà. Et donc, on est là-dedans. Le tout, c'est ça, c'est qu'il faut
Alors, on peut se rassurer en disant qu'on a déjà vécu ça. C'est vrai à échelle personnelle. De toute façon, au moment où il va falloir mourir, ou au moment où on est face à des vrais risques de l'existence, que l'environnement soit à un risque beaucoup plus, ça ne change pas grand-chose. C'est à échelle de moi, quoi. Donc ça, on l'a déjà vécu. Par contre, la différence, c'est qu'à échelle collective, c'est différent. À une échelle macro-humaine, quoi. À l'échelle de la famille humaine. Mais on peut dire aussi qu'on a des ressources à l'échelle de la famille humaine. Donc le jour où l'effet viral, parce que ça fait partie de parler, l'effet viral de la vertu ou de l'intelligence de soi, le jour où ça va marcher, voilà, ça aura une capacité de se répandre plus rapide que les 12 apôtres, quoi. Enfin, quand même, ils sont allés assez vite. Hein. En 200 ans, quand même. Faut connaître, non, si on prend comme échelle, hein, quand même, si les gars, en 100 ans, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait en partant de 12, c'était qu'un effet viral de bouche à oreille. Hein. Quand même, il y a des chances que si on s'y mette, voilà, comme nous, la rapidité de la diffusion des choses est quand même plus rapide. Hein. Je voulais juste faire le lien avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'école. Et pour moi, s'il y a un lieu aujourd'hui où on peut restaurer cette cohésion humaine, c'est à l'école. Alors, on est dans une école de commerce, voilà. Moi, je suis à un petit niveau, à l'école primaire, et je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour justement contrer cet individualisme et cette consommation à haute dose d'outils à peu près inutiles pour les enfants de cet âge-là. Et je pense qu'effectivement, l'école est vraiment le lieu où on peut sauver cette notion-là. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que les deux lieux pour moi où c'est le plus facile de bouger les choses, alors en soi, hein, malheureusement pour l'école en soi, parce que c'est vrai du primaire, c'est plus compliqué pour au-dessus. Je ne parle pas de l'université d'ailleurs, ni des écoles de commerce. Donc quelques-unes d'ailleurs ont adopté tout ce que j'ai dit de positif, hein, quelques-unes. Mais, et l'entreprise, moi j'ajouterais les deux, parce que ce sont pour le coup les lieux de vie humaine où à rentabilité égale, enfin, où les choix humains ont des vraies conséquences pour que ça marche. Et où, j'allais dire, comprenez bien, où vendre la qualité humaine de ce qui doit s'y vivre est plus facile. Et où persuader les membres de l'entreprise ou de l'école que vraiment il y a des choses humaines qui fonctionnent et des choses humaines qui ne fonctionnent pas, ou autrement dit, où l'introduction d'un discernement éthique des choses est plus facile. Parce qu'on en a très rapidement la vérification. Si on se servait d'ailleurs du critère de vérification pratique, comme dans tous les métiers manuels, hein, à l'égard de l'école, on l'aurait réformé en l'espace d'un an et demi. Hein. Tu laisses tomber tout ce qui ne marche pas et tout ce que tu as expérimenté qui marche, tu le mets en œuvre, c'est réglé en 2 ans. Quoi. Tout d'un coup, l'école est révolutionnée de A à Z. C'est ce qu'on fait dans les entreprises. Hein, et c'est vrai, spontanément, j'avais m'étais dit, mais il y a la famille. En fait, ce n'est pas vrai. La famille, c'est beaucoup plus difficile, la famille. Elle est beaucoup plus fragile que l'école. Parce que, comment dire ça ? La vulnérabilité de la relation personnelle est tout de suite à vif. Puisqu'on a, comment vous dire ça, on lui a enlevé son corset à la famille. Il était pratique, il y avait un double corset. Il y avait un corset qui venait de la contrainte de la survie, qui fait que du coup, tu n'avais pas d'état d'âme. De toute façon, tu fermais ta bouche parce qu'il s'agissait ici de survivre. Donc tu bossais, puis point barre. Et ta bouche, tu n'aurais jamais à l'ouvrir, c'est juste à prendre le relais de la survie, de la direction de la survie. Et puis la morale bourgeoise, qui est au fond une espèce d'auto-justification permanente du statut qui est le sien. Morale bourgeoise pouvant exister indépendamment du niveau. Et donc on voit bien que cette espèce de vie familiale, à la fois de la survie ou de la rigidité comportementale, voilà, tout ça a volé en éclats, puisque aujourd'hui on ne peut plus servir de la survie pour formater la famille, et la rigidité comportementale, elle a volé en éclats. Donc du coup on est très à vif. Et au fond, finalement, on s'aperçoit que c'est très difficile d'être responsable de soi et de l'autre, surtout dans sa fragilité qui s'appelle l'enfant. Et donc c'est évident que, pour moi, ce n'est pas par là qu'on peut commencer. Chacun de nous peut essayer par là, mais globalement, politiquement, ce n'est pas par là qu'on peut commencer. Il faut d'abord stabiliser le lieu rééquilibrateur de la famille, qui est l'école, à condition qu'il y ait ce que j'appelle moi l'alliance tripartite, hein, entre l'enfant, les parents et les profs. Et puis l'entreprise. Parce que l'échelle politique, c'est trop compliqué, et l'échelle familiale, c'est trop fragile. Puis un troisième lieu entre les deux dont on pourrait s'occuper, c'est le monde de la santé. On pourrait faire bouger beaucoup de choses dans le monde de la santé. Pour éviter que la logique de l'hôpital soit sur le modèle du taylorisme des années 80, par exemple. Faire régresser l'hôpital tout d'un coup de 20 ans dans le modèle du management, c'est à mon avis un peu dur, ça craint un peu. Oui.
qui est moral et qu'est-ce qui n'est pas moral dans l'entreprise. Avant, c'était plus simple, peut-être, parce qu'il y avait finalement le droit qui disait le bien. Et maintenant, l'évolution des technologies est telle que le droit n'a pas le temps de suivre. Les gens, pendant la crise de 2008, enfin les financiers, ils ont fait des choses qu'ils auraient dû savoir être répréhensibles. C'était au fond des abus de confiance légaux, peut-être. Donc finalement, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une évolution des techniques qui est trop rapide par rapport au droit. Alors, c'est pas faux, mais moi je ne suis pas d'accord avec le fait que le droit disait le bien. Je pense que le droit de la propriété privée en Occident est profondément immoral. Parce qu'il n'est pas régulé par la destination universelle des biens. L'application du droit de propriété privée strict est exactement ce qui engendre le capitalisme sauvage. Le fait qu'à un certain seuil d'enrichissement, je ne puisse plus considérer que ce que j'ai en droit en propriété privée le soit en droit politique, enfin, vous voyez ce que je veux dire, à partir d'un certain seuil, j'estime que ma richesse appartient en droit à la collectivité, et puis à moi. J'en ai la propriété privée légale, mais je ne devrais plus en avoir la propriété privée politique. C'est-à-dire qu'en gros, on devrait m'assigner l'obligation qu'elle serve au bien public. Ce qu'on fait alors soi-disant par l'impôt. Mais l'impôt, c'est une manière tout à fait simpliste de faire ça. Enfin, à mon avis, pas intelligente en tout cas. Ceux qui payent l'impôt, pour eux, c'est quand même assez concret. Non, mais je veux dire, c'est pas intelligent. C'est pas une manière intelligente. Le fait que j'ai gagné beaucoup d'argent devrait m'obliger à la mettre au service du bien public, oui, mais pas nécessairement parce que l'État me le prend. Il faut être quand même intelligent. Voilà. Par contre, s'habituer à ce qu'il y a un seuil au-delà duquel la propriété privée ne fonctionne plus de la même manière qu'en dessous de ce seuil, ça me semble, moi, au plan, pour le coup, politico-moral, une évidence. Que met aujourd'hui en évidence la mondialisation. C'est clair ? Et donc, on a inventé le capitalisme sauvage pour rééquilibrer, d'ailleurs, ils l'ont bien pigé, les Chinois et les Indiens, pour rééquilibrer le droit de la propriété privée. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne manière de gérer les problématiques de droit à l'égard des ressources naturelles, de l'énergie non renouvelable ou bien des matières rares. Là-dessus, aujourd'hui, on est au niveau du droit international, on est dans la sauvagerie pure. Hein. Attendez, il y a quand même ce cas, c'est que quand on parle des énergies, enfin, du respect de la planète, on confond ce qui se passe dans un pays comme la France et ce qui se passe au Brésil, par exemple, ou en Chine. Bien sûr. Où là, enfin, je veux dire, en France, on a des forêts, des espaces verts qui se développent. D'accord. Et le modèle de pensée qui est appliqué aujourd'hui au Brésil, en Chine, il a été fabriqué chez nous. Depuis quand la France s'autorégule dans sa pollution? Depuis qu'elle en est capable? Elle s'est bien gardée de le faire avant d'en être capable, non? Moi, je connais des entreprises qui sont rentrées qui sont maintenant à la fine pointe du développement durable, mais évidemment, ils se sont bien gardés de le promouvoir avant d'en être capables, rentablement pour eux. Voilà. Et donc, il ne faut pas être hypocrite. Je ne peux pas réclamer aujourd'hui à un pays comme la Chine d'être au niveau de protection de la pollution de la France, alors qu'elle est à peu près à la fin du 19e siècle, sur le plan du développement industriel, dans les 2 tiers de la Chine. C'est tout, c'est une question. C'est là que je dis qu'aujourd'hui, d'ailleurs les gens compétents le disent, le droit international, le droit économique international, c'est une vaste blague. Voilà. Et donc, je pense qu'il y avait dans le droit du travail tel qu'il a longtemps fonctionné, un peu de bon sens et beaucoup de difficultés à anticiper intelligemment. L'ère industrielle n'est pas une ère dans laquelle on a brillé par l'anticipation du droit du travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, on est complètement enlisé là-dedans. Parce qu'il faut repenser le droit du travail comme un droit politique. C'est-à-dire comme un droit dans lequel il faut considérer l'acte de travail comme un acte qui désormais a une incidence politico-sociale majeure. Voilà. Et donc c'est tout à fait différent que de considérer que l'acte de travail, ça régit simplement, en gros, le métayer et le propriétaire de la ferme. Parce que c'est ça le droit du travail économique. Le droit du travail industriel, il est né en gros d'une espèce d'extension du droit venant du monde agricole, avec très peu d'intelligence. Et Marx a parfaitement compris d'ailleurs ce qu'il y avait de limité, de tordu et de non-anticipateur dans le droit économique du capitalisme. Oui, mais enfin Marx, excusez-moi, mais... Ah bah c'est un génie là-dessus. Oui, mais enfin le résultat de Marx, c'est l'URSS. On est tout à fait d'accord. Marx du côté des propositions. Marx a des solutions politico-sociales qui sont utopiques, donc hautement dangereuses et délirantes. Mais l'analyse que Marx fait du capitalisme, elle est parfaitement valide. Ben non, la preuve, c'est qu'il l'a remplacé par quelque chose qui était pire. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire que l'analyse est valide si la solution proposée est pire que le mal. Pas du tout. Vous avez plein de gens qui sont tout à fait compétents pour dénoncer correctement ce qui va mal et dont les propositions sont catastrophiques. On en a même dans notre pays.
Voilà, donc ça veut rien dire. L'intelligence de la logique du mal, vous voyez, n'a jamais fait, voilà, pardon, mais un bon psychanalyste ne fait pas un bon amoureux. Un psychanalyste a une intelligence du mal et il essaye d'aider la personne à en sortir, ça ne veut pas dire qu'il a une intelligence de la relation gratuite à l'autre dans la dimension amoureuse de manière parfaite, c'est pas du tout la même chose. Et donc je dis que concrètement, l'analyse de Marx, je vous promets, elle anticipe parfaitement les déviances du capitalisme contemporain. Voilà. Alors effectivement, elle ne peut pas être remplacée par une vision utopique de type socialiste, parce que l'utopie, on le sait bien, elle n'existe que dans la vie religieuse, et encore, on s'en est bien placé, les seuls communistes de la planète, c'est les moines, et encore les moines, si vous voulez, rien ne leur appartient et tout appartient à tout le monde, sauf que chacun a un certain nombre de choses à son usage. Oui, quand même. Voilà. Qui peut être des fois d'ailleurs de manière parfaitement détournée de dire que c'est à moi. Alors, parce que la brosse à dents de chacun des frères est la brosse à dents de tous, mais enfin malgré tout, c'est quand même à l'usage du frère. Et de la brosse à dents, on passe à autre chose et on finit par l'iPhone. Ah oui, voilà. c'est un peu Donc c'est pour vous dire que, voilà, effectivement, donc il y a une utopie, elle est d'ailleurs, même en soi, elle est intéressante cette utopie, sauf qu'elle n'est pas vivable, je vous dis, en dehors de l'espace monastique. Mais l'analyse, pour le coup, des limites du droit, relisez les analyses de Marx sur le droit du travail, il a repéré des choses tout à fait intéressantes. Non, faut pas. C'est pas parce que quelqu'un, dans sa phase ultime, se met à dévier dans une idéologie de remplacement parce qu'il est tellement marqué par le mal qu'il finit par péter un câble, voilà, que son analyse des problématiques n'est pas juste. Freud aussi, hein. L'analyse de Freud sur les problématiques de la sexualité et sur la place gigantesque qu'ont les parents dans la trace qu'ils laissent dans leurs enfants est parfaitement juste. Le fait d'avoir fini par systématiser ça dans une projection de la sexualité adulte sur la sexualité infantile et que ça donne un style de vie où le désir devient la seule chose centrale dans l'existence, c'est erroné. Mais on ne peut pas non plus, quoi qu'en dise M. Onfray, complètement éliminer toutes les analyses cliniques faites par Freud. Tout à fait. Et là-dessus, nous les Français, nous sommes atteints de cette maladie plus que tout le monde sur la planète. Bon, on va se coucher plus tard. Un des mots reconnaissables de la société contemporaine, c'est quand même la confusion à tous les niveaux, dans tous les sens du terme. Et notamment, est-ce que le monde virtuel dans lequel on vit, notamment à travers Internet, à travers le travail assidu sur l'ordinateur, etc., est-ce que ça contribue plus ou moins à aggraver ce phénomène ? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas souligné parce que je ne voulais pas non plus vous faire peur, mais il y a un vrai problème, c'est que la notion même de vie professionnelle est en train d'évoluer et progressivement de se diluer. Vous le savez, c'est un petit exemple. Aujourd'hui, les salariés français travaillant en entreprise, enfin tous ceux qui travaillent en entreprise, et même je crois en administration c'est la même chose, dans la vie professionnelle de nos contemporains, 1 heure par jour est consacrée à Internet ne concernant pas l'entreprise, en gros, à peu près. Les gens en moyenne sont 1 heure par jour, si je me souviens bien, sur Internet, pour autre chose que ce qu'ils regardent directement leur travail. Enfin, disons 1 heure. Disons 1 heure, ça fait déjà pas mal. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, est-ce qu'on vole 1 heure par jour à l'entreprise ? Vous êtes quand même payé pour le moment. Voilà. Donc, alors, on peut se scandaliser de manière morale, là, en disant vol de temps, tout ce que vous voudrez. Ou on peut considérer, et le droit du travail, alors là-dessus n'est pas du tout encore update, comme on dit, c'est que ça fonctionne. Moi, j'aurais tendance à dire c'est de bonne guerre. Hein. Vu la pression psychique que la systématique économique met sur les individus jusqu'au plus profond de leur vie la plus secrète, 24 heures sur 24, là. Normal qu'ils regrignotent sur la vie professionnelle pour gagner un peu de leur vie personnelle, non ? Je vous dis, faites le bilan en nombre d'heures où continue de vous travailler votre vie professionnelle. Donc, combien votre vie professionnelle empiète sur votre temps de vie non professionnel ? Et vous allez voir qu'à mon avis, c'est plus d'1 heure par jour. Voilà. Et donc, il faut calculer. Enfin, on le sait bien, tous les gens un peu engagés dans une entreprise, les hommes plus que les femmes d'ailleurs, leurs enfants savent très bien qu'il leur faut à peu près en vacances près 1 semaine pour atterrir. Et que le week-end, quand ils atterrissent 3 heures sur l'ensemble du week-end, c'est que vraiment, ils sont super décontractés. Les filles de 4 ans savent très bien ça à l'égard de leur papa. Ils vous disent, papa, il commence à être là à peu près à 11 heures du matin le dimanche, et il redécolle vers 6 heures du soir. C'est vrai. Voilà. Donc moi, je dis, c'est une bonne guerre. Mais plus profondément,
effectivement, la question, elle est de savoir là où est la vie professionnelle, où n'est pas la vie professionnelle. Et c'est vrai que ces outils, nous faisant non seulement interagir, mais de nouveau être présent à plusieurs endroits à la fois, la lisibilité de ce que nous faisons n'est pas toujours aussi facile. Alors, on continuera d'être payé en fonction de la tâche que nous accomplissons, mais même cette tâche, ce n'est pas facile de l'évaluer toujours, quand on est dans le monde du service. Voilà. Donc là, on est face à une vraie question. Alors, est-ce que la solution, c'est de réexternaliser ces outils, de se débrouiller en les fabriquant, ce qui est tout à fait possible, hein, mais il faut un peu d'ascèse et de courage, de manière telle qu'ils ne puissent pas servir à autre chose que ce pourquoi on en a strictement besoin. Mais ce n'est pas du tout dans l'intérêt des constructeurs pour l'instant. D'accord ? Absolument pas. Donc, vous pouvez y aller. Et comme ils sont puissants, les constructeurs, et les fabricants de programmes, ils sont tout puissants à beaucoup, beaucoup de niveaux, et connectés les uns sur les autres, ça fait beaucoup de gens très, très puissants. C'est dommage, parce que je vous dis, en entreprise, vous pourriez parfaitement avoir des outils, qui sont des outils qui, vous comprenez bien, qui minimisent l'effet de virtualisation, qui minimisent la tentation de fuite, et qui, de toute façon, ne peuvent servir qu'aux quelques tâches auxquelles ils sont strictement consacrés. Mais ça réclame de redesigner, comme on dit, la totalité du processus de fabrication des ordinateurs et des programmes. Aurons-nous ce courage, ou bien est-ce que tout d'un coup, il y aura un Linux, l'équivalent de Linux, qui se mettra à fabriquer ça? Voilà. Donc, c'est ça la fameuse guerre. Donc, effectivement, ou bien on va avoir, et pour moi, là encore, il ne s'agit pas d'être rigide, mais de distinguer, de continuer à être capable de distinguer. Quand je ne sais plus distinguer, voilà, là où j'habite, ce que je suis en train de faire, à qui je parle, ça ne va pas, quoi. C'est la première fois où j'ai eu ce petit exemple qui m'avait marqué, c'était, il y a maintenant 15 ans de ça, 10 ans de ça, un dirigeant d'entreprise qui il joue aux échecs par ordinateur, par Internet, avec quelqu'un à l'autre bout du monde. Alors, il lui demande de quel pays tu es, des États-Unis, où tu habites, je ne sais plus si c'était Seattle ou autre chose, quels sont tes hobbies, quels sont les derniers films que tu as vus. Donc, ils discutaient l'un avec l'autre. Et au bout de, je crois, 30 minutes de discussion, 40 minutes de discussion, et après ça, de demander leur nom réciproque, il demandait quel âge tu as-tu. Alors, lui, il a 43 ans et l'autre lui a répondu 9 ans. Voilà. Il discutait depuis 3/4 d'heure avec quelqu'un. J'ai estimé qu'il avait au moins 25 ans. Voilà. Donc, si je ne sais même plus à qui je parle, et ce n'est pas parce que vous avez été en Skype que vous savez à qui vous parlez. Hein. Et donc, c'est cette problématique-là. Et je pense que, de nouveau, il y a un mouvement qui va vers le fait de se retrouver les ancrages, tout bête. Hein. Parce qu'une fois qu'évidemment, on a commencé à goûter à la différence, on ne se laisse plus tromper, quoi. Hein. Ben, le jour où les gens ont découvert le Coca-Cola, je pense qu'effectivement, ils ont peut-être pu préférer ça au Bordeaux. Mais dans la durée, quand même. Voilà. Et donc, c'est le problème actuellement, c'est qu'on est dans la phase Coca-Cola. Dans la phase... hallucination des effets immédiats de l'objet. Voilà. Une fois qu'on a goûté les effets secondaires, c'est comme McDo, si vous voulez. Moi, je dis, ce qui est bien chez McDo, c'est que tu pêches en allant manger, mais ta pénitence consiste à digérer. Voilà. Et donc, là, voilà, une fois qu'on aura identifié le fait que, vous voyez, la différence entre la saveur du réel et l'amertume du virtuel, finalement. Voilà. Mais ce n'est pas si simple. Oui, sauf que précisément, normalement, dans la communication face à face, je reviens à mon face à face, vous avez identifié qu'il avait 9 ans. Voilà. C'est toute la différence. Moi, j'ai vu l'autre jour 2 de mes neveux jouer à Assassin's Creed 3 heures chacun, et j'ai compris comment est-ce que ça pouvait être tout à fait agréable de passer, de plus en plus, ça sera de plus en plus agréable de pouvoir passer l'essentiel de son existence dans un espace virtuel dans lequel je suis à la fois tout-puissant, cultivé, éclairé, et où je mène 3 vies à la fois. Où je peux même gagner ma vie d'ailleurs. Voilà. Et donc je dis que quand vous avez l'habitude de dialoguer avec votre fils et de jouer aux échecs avec lui, et que vraiment vous êtes un père qui a l'habitude de s'intéresser à ce que c'est qu'un enfant, je pense que vous auriez deviné assez vite qu'il avait 9 ans. Voilà. Et donc c'est pour dire que il faut que l'usage du virtuel n'a de sens que sur le fond d'un ancrage jouissif dans le réel. Mais si on ne m'apprend pas le plaisir de la réalité, alors l'ersatz de virtualité, voilà. Vous avez évoqué l'interactivité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et je me demande si une parole chrétienne peut être une réponse à ces interrogations, et en tout cas à la construction de ce discernement que vous avez évoqué. Alors,
La parole chrétienne, elle est d'abord sur beaucoup de choses, exactement celle que je vous ai donnée, c'est-à-dire une parole humaine. Hein. Le premier boulot du chrétien, c'est d'essayer de faire ce qu'il peut pour essayer d'être le plus humain possible, et c'est pas rien. Là où il y aurait quelque chose de particulier à la dimension chrétienne, elle est double. C'est sur le fait d'avoir moins peur d'avoir moins peur. Parce que l'ancrage intérieur est peut-être, dans une vraie vie spirituelle, est peut-être plus profond. Et donc de se laisser moins terroriser par le risque. Même à la limite d'avoir moins peur de la part de souffrance, de fragilité et des dégâts collatéraux quoi, de tout ça. Sous ce rapport-là. Et puis l'autre chose, c'est d'essayer, voilà, c'est de savoir quand la vie chrétienne se transforme en une vraie expérience, que de toute façon, tant qu'il y a quelque chose d'humain quelque part, aussi infinitésimal soit-il, c'est à cette lumière-là qu'il faut regarder tout le reste. C'est facile théoriquement ça. Le faire pratiquement, voilà, normalement la vie chrétienne vous y entraîne. Voilà. Mais donc c'est plus sur l'extrême, voilà. J'aurais tendance à dire que si une dimension chrétienne, elle joue plus sur l'extrême. La vie chrétienne, elle prend sens sur l'extrême. Par contre, la tâche fondamentale, là, elle est déjà, elle est importante. Pour moi, l'essentiel du travail, aujourd'hui, il est d'abord un plan humain. Puis je vous dis, sur les situations peut-être un peu critiques, la dimension chrétienne est de se laisser moins déstabiliser par ce qu'il y a de quoi terroriser, quoi. Pour faire clair. Par contre, c'est vrai que, alors on peut le dire aussi dans l'autre sens, ça décharge, hein, l'Église a tardé à réfléchir à tout ça. Hein. Là, elle s'est réveillée, heureusement, et assez rapidement, et de manière, mais elle a quand même tardé. On aurait aimé la théologie du travail ou la réflexion spirituelle sur le travail. Bon, vous avez Saint Benoît, mais Saint Benoît, il a plus fait qu'il n'a réfléchi. On ne peut pas dire que l'Église était en effervescence intellectuelle dans l'ordre des propositions au moment du développement de l'industrie. On a eu un pape génial qui s'appelait Léon XIII, qui a écrit un texte extraordinaire sur le syndicalisme dans ce qu'il avait de génial. Si les syndicats en France s'étaient emparés de cette vision des choses avant de créer des syndicats idéologiques, de droite comme de gauche, on n'en serait pas là aujourd'hui, mais c'était un ovni, Léon XIII. Voilà. Il était bien en avance dans la compréhension du monde du travail, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que là-dessus, pour moi, je dis de temps en temps, la différence chrétienne, il faut qu'elle commence par s'appliquer à être dans l'humilité par rapport à la question du travail et de la vie professionnelle, par s'appliquer à essayer patiemment d'être le plus humain possible. Oui, alors moi j'avais une question par rapport aux valeurs. Vous n'avez pas abordé les valeurs dans tout ça. Alors, le mot valeur, la notion même de valeur, ou bien on prend les valeurs au sens très grossier du terme en disant les valeurs c'est les choses importantes dans la vie. C'est vrai, je suis tout à fait pour les choses importantes dans la vie. Mais les choses importantes dans la vie, c'est celles qui sont bonnes pour l'homme. Donc c'est ce qui est bon pour l'homme, c'est le bien, c'est ce qui fait du bien à la personne, c'est ça qui est important. Alors, tout ce qui est important pour l'homme, enfin, tout ce qui fait du bien à l'homme n'est pas de même importance. Hein. Et il y a des choses beaucoup plus importantes que d'autres, qui ont plus de valeur que d'autres. Les choses les plus importantes dans la vie de l'homme, à part la préservation de son existence, quand même minimum, c'est la qualité de la relation à soi et à autrui. Et après ça, de pouvoir faire profiter les autres au pluriel et l'environnement dans lequel on est, des richesses qui sont les nôtres et de pouvoir bénéficier des richesses des autres grâce à l'environnement. C'est ça les choses ou les valeurs, si vous voulez, les plus importantes. Mais si j'évite le mot valeur, c'est que très souvent le mot valeur en philosophie correspond à une idéalisation de l'humain. Et je suis complètement contre toute idéalisation de l'humain. Ça ne m'intéresse pas l'homme idéal. J'en ai jamais rencontré. Et ça ne fera l'homme idéal que me faire, comment dire ça, mépriser finalement l'homme réel. Parce qu'à la hauteur de l'homme idéal, le pauvre homme réel a l'air vraiment nul. Donc l'homme idéal ne m'intéresse pas. Et donc la valeur comme idéalisation ne m'intéresse pas. L'amour avec un grand H, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. La fidélité avec un grand F, ça m'intéresse, mais vraiment pas du tout, du tout, du tout. Par contre, la difficulté de deux personnes que je connais à être dans un amour durable, ça me passionne. Oui. Alors dire c'est la même chose, non? Parce que ça, c'est des actes par lesquels chaque personne va tenter de renouveler l'amour, qui est la seule manière de le faire durer. Alors ça, oui. Si vous appelez ça la fidélité, ça m'intéresse. L'expérience. Mais la fidélité avec un grand F comme valeur à défendre, ça ne m'intéresse pas du tout. Les panneaux publicitaires, c'est la morale qui les a inventés, c'est pas ce qu'on a fait de mieux. Vous voyez? Alors, après ça, dans un discours, vous voyez, académique, où il faut rappeler les grandes valeurs de la patrie, j'ai rien contre. Hein. Et on peut en nommer, il y en a, mais je préfère parler d'expérience structurante, vous voyez, ou de renvoyer plus directement à la vie des personnes. Et qui d'ailleurs, en étant à l'écoute les unes des autres, finit par découvrir que sous des mots différents, il y a des valeurs identiques.
Alors qu'on peut se battre sur les valeurs avec des mots. Enfin, vous voyez, c'est des gens qui s'entre-déchirent à coups de mots théoriques et d'idéalisation de l'humain, alors qu'eux-mêmes ont du mal d'ailleurs souvent. Quand on se bat dans les idées, c'est qu'on a du mal à être dans le réel, quoi. Hein. Et qu'en plus, on sent son incompétence, donc on est d'autant plus virulent sur ses idéaux. Dans le réel, on ne la ramène pas trop. Hein. On fait ce qu'on peut, puis on partage avec autrui, s'il peut m'aider à être mieux, à, vous voyez, être un peu plus humain. Eh bien, ça va être l'heure d'une valeur essentielle qui s'appelle le sommeil. Voilà. Merci bien à tous ceux qui étaient là pour la première fois. Vous êtes... Alors, la prochaine fois, ça sera, le titre, c'est « Y a-t-il une vocation de la femme ?» On avait fait « À quoi servent les hommes ?» Point d'interrogation. Sous-entendu, on n'est pas certain qu'ils servent à quelque chose. Là, c'est un peu plus subtil. C'est « Est-ce qu'il y a une vocation de la femme ?»